Bonjour à tous, tripeux et tripeuses de sport. Merci d'être parmi nous pour notre deuxième épisode de notre série Draft NHL 2024. Donc oui, je suis toujours accompagné de mon fidèle compagnon Marc-Olivier Thériault. Toujours plus facile quand on enregistre le soir, hein Marc-Olivier? Donc, Ouais, ça donne une chance. mais blague à part, je pense pas qu'on aurait pu enregistrer la fin de semaine passée parce que j'aimerais ça que tu racontes un petit peu aux auditeurs là, ton week-end là, de deck hockey. Je Ouais, pense que vous n'avez pas on est trop allé. gagné, mais en même temps, vous avez gagné beaucoup. Fait que j'aimerais que tu en parles. Ouais, ouais, c'est ça. On avait un petit week-end là, de boys, 12 chums du tennis. On est allé un petit week-end jouer au deck hockey à Mont-Tremblant. Finalement, là, le deck hockey a plus ou moins été une priorité dans la fin de semaine. On a découvert des beaux terrains de golf. Puis il y avait un casino à Tremblant. Fait que, au total, là, on a deux chums qui ont gagné 13 000 puis 2 200. Fait que 15 000 a été gagné par les boys du tennis. Puis redépensé là, à la communauté à Tremblant, là, principalement les bars. OK. Je pensais que vous aviez aidé les personnes en difficulté, mais écoute, c'est bon quand même, les bons. Donc, puis, je peux faire une parenthèse, là. Si vous voulez suivre les prochaines aventures de nos Beer Dogs, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Beer Dogs. Il n'y a pas du contenu toujours, mais quand il y a du contenu, habituellement, c'est bon. Donc, j'invite tout le monde à s'abonner à la page. Là, et on a d'ailleurs quelques auditeurs dans l'équipe, là, certains. Donc, merci Thériault pour cette belle Yes. parenthèse sur le week-end. Donc, on va pouvoir se lancer là, dans notre deuxième épisode. Le premier, on avait présenté notre top 10. Maintenant, on va avoir quelques sujets. On va faire un petit retour rapide sur la Coupe Memorial. On va parler de quelques joueurs qu'on n'avait pas eu le temps de parler lors du dernier épisode parce que ils n'étaient pas dans nos top 10 respectifs. Puis ça commençait à faire longtemps qu'on qu'on roulait un peu. Donc, on va avoir ça. Puis, finalement, je vais parler des Québécois aussi, là, 3 Québécois en particulier là, que les gens sont un petit peu plus intrigués par. Puis, finalement, on va y aller avec notre propre mock draft. Un top 10, on ne se rendra pas jusqu'à 32. Là, je pense que je les ai pas assez analysés, puis Marc non plus pour se rendre jusqu'à 32. Mais je pense qu'avec 10, surtout qu'il y a le choix du Canadien, on devrait s'obstiner un petit bout de temps là-dessus. Donc, Ça va le faire. écoutez, sans plus tarder, moi j'irai avec le retour sur la Coupe Memorial. Marc, premièrement, Yes. félicitations à Saginaw qui l'a remporté en Yes, finale. yes. Il me semble que c'est un classique, l'équipe locale. Là, je ne sais pas, C'est là, ça que ça donne j'allais à... dire. Moi, tu sais, ça me rappelait un peu Shawinigan dans le temps qui était vraiment underrated. Puis ils ont finalement gagné là, tu sais, avec Bournival. Je ne sais pas pourquoi j'étais nostalgique de ce moment-là, mais tu sais, je trouve ça quand l'équipe locale gagne, puis finalement, c'est pas les favoris. Là, tu sais, London était supposé être beaucoup trop fort. Ouais. Finalement, ils les ont battus. Fait que moi, j'ai bien aimé la coupe. Ouais. Dommage pour notre équipe québécoise qui a un peu mal paru. Ouais, ben cette année, c'était pas la meilleure année pour Drummond. Je vais leur donner, par exemple, la game qu'ils ont perdu la dernière, là, qu'ils devaient gagner contre voyons, Moose Jaw. Moose Jaw. Ben, ils les avaient complètement dominés, mais ils ont perdu éventuellement. Là, mais quand même, j'étais content. Puis cette année, Saginaw, la différence avec les Spitfires de Windsor, Shawinigan qui avaient perdu comme en deuxième ronde des séries. Ben, cette année, je pense que les deux meilleures équipes d'en haut, Ouais, c'était ouais. Saginaw puis London. Ça fait qu'au moins ça, c'est les deux meilleurs qui se sont rendus en finale. Là, puis on les a vus, là, le tape de Dickinson, Parrick, quand ils ont joué contre là, en demi-finale, là, c'était du gros hockey. Ça fait que je m'attendais à rien de moins, là, mais plus précisément, de quoi je voulais parler, c'était de Dickinson et Parrick. Puis je sais que j'ai pas été le plus clément à l'endroit de Dickinson la semaine dernière, mais là, je tiens à nuancer mes propos un petit peu par rapport à Dickinson. Premièrement, je veux dire qu'il y a eu une très bonne Coupe Memorial. La finale, principalement, il a été un excellent joueur. Il a monté du caractère. Il a été très bon. Il a patiné énormément, que ce soit avec la rondelle ou sans la rondelle, pour appuyer l'attaque. Puis j'ai vraiment aimé la grit qu'il a démontré. Je ne sais pas sûr s'il y avait ça en lui, là, mais il a montré beaucoup de caractère. Pour vrai, vers la fin de match, je sentais qu'il tirait l'équipe. Donc ça, c'est un énorme plus pour Dickinson. Toutefois, je ne change pas complètement mon fusil d'épaule parce que Dickinson, ça reste qu'il perd encore beaucoup la rondelle. C'est encore un peu long faire ses jeux. Son long speed est meilleur que ce que je m'attendais. L'agilité est encore aussi défaillante selon moi. Puis mon gros point, pourquoi il reste quand même encore assez bas pour moi, il a monté soit fin top 10, etc. Je pense que ça peut être comprenable pour moi, mais ça reste que présentement, je pense qu'il domine parce qu'il est physiquement plus avancé que les autres principalement. C'est ce qui l'amène à dominer un petit peu plus.
Puis je pense qu'il est tellement dominant physiquement que même dans la NHL, il va avoir un petit edge sur les joueurs de la NHL par rapport à ça, mais le reste risque de le rattraper un petit peu. Donc je vois moins le upside d'un top 2. Puis c'est sûr que présentement, ce qui me fait peur, puis je t'en avais parlé, Marc, un petit peu, c'est un Darnell Nurse. Tu sais, Ouais. drafté Fait top qu'il 10, paraît mal en domine. série cette année. Ouais, c'est sûr que là, il y a ses pires moments, là, mais tu sais, drafté top 10, c'est un bon joueur pareil. Est-ce que tu es satisfait après l'avoir drafté septième? Je vais le dire tout de suite, Dickinson a des meilleures mains que Nurse. Là. Nurse, j'ai rarement vu des aussi mauvaises mains. Là. C'est, c'est vraiment là, pas lamentable, là, mais c'est vraiment pas une partie de sa game. Là, pas du tout. Nurse, c'est un Il y a athlète sur patin. l'offensive, honnêtement, là, c'est là que tu le vois. Là. Il y a un gros snap quand il est arrêté, ça a bleu, mais sinon, C'est ça. ses passes, il les ramasse parce qu'il joue avec McDavid. C'est ça. Puis, tu sais, un gros snap quand la puck est sur un tee, il a le temps, il peut se Ah, prendre c'est un ça, c'est élan. ça. Tu as raison, effectivement, mais c'est ça, c'est un athlète. Donc, ça, c'est pour Dickinson. Donc, honnêtement, j'y ai lancé les fleurs. Après, j'y ai lancé un pot, là, mais je l'ai quand même un peu plus aimé. Puis, je vais dire un deuxième mot sur Parek. Après ça, Marc, tu me diras peut-être si tu avais eu des réflexions similaires, mais Parek, écoute, une vieille finale. Il n'a vraiment pas eu un bon match, mais le but final, c'est lui qui a fait l'entrée de zone pour permettre que la rondelle aille dans la zone, puis justement que Saginaw puisse installer un jeu. Puis c'était vraiment, ça partait que de lui, là, pas le regroup un petit peu. Là. Donc ça, c'est Zane Parek. Il a vraiment eu un mauvais match. Puis il y a deux choses, moi je ne change pas encore une fois, je réutilise la même expression, là, mon fusil d'épaule pour Parek. Parce que les points négatifs, c'est les mêmes, les points positifs, c'est les mêmes que j'ai vus à la Coupe Memorial. Premièrement, ce qui lui manque, il faut qu'il grossisse, qu'il devienne plus fort parce que présentement, oui, c'est plus compliqué dans sa zone. Quand il se fait frapper, c'est souvent, il est hors du jeu tout de suite après, donc il n'est pas capable de dominer physiquement. Mais ça, j'ai tendance à me dire que c'est des choses qui s'améliorent versus un Dickinson que la prise de décision est lente. Le hockey sense, je ne le vois pas si incroyable que ça. Tu sais, ça, c'est honnêtement, c'est rare qu'on voit des joueurs s'améliorer là-dessus, tandis que Parek grossir majoritairement après 17 ans, ils vont grossir un petit peu. Il ne sera jamais une bête défensive. Ça, je pense qu'on peut le garantir tout de suite. Puis, deuxièmement, le point qu'il doit améliorer, puis c'est ce qui est ressorti de la Coupe Memorial, c'est qu'il faut qu'il trouve un juste milieu un petit peu plus précis dans sa game entre l'offensive et la défensive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en finale, c'est comme si dans sa tête, hey, c'est une grosse game, il ne faut pas que je fasse d'erreur, je vais jouer de défensif. Mais Parek, quand je vois de cette façon-là, cette mentalité-là, il nuit à son équipe. Sa défense, il va la porter par l'attaque, en restant pas dans sa zone, en transportant la rondelle. C'est comme si on dit souvent de ne pas se casser le basic qu'un défenseur en finale, mais Parek, il y a un juste milieu entre les deux parce qu'il ne pourra jamais décider d'être monsieur shutdown en finale. Donc, ça, je pense que ça s'apprend un petit peu de coaching et tout. Est-ce qu'il va le trouver le juste milieu? Si oui, c'est sûr qu'Eric Carlson, c'est la comparaison facile. Sinon, ben Justin Schultz, qui run un power play, qui est très bon. Il a gagné des coupes à Pittsburgh, mais tu ne peux pas y faire confiance à 5 contre 5 beaucoup. Donc, moi, c'est principalement ça. Donc, Marc, toi, je sais que tu aimais déjà Dickinson, puis je comprends tes points, là, puis je l'ai vraiment aimé à la Coupe Memorial. Honnêtement, justement, moi, la Coupe Memorial m'a un peu, moi, je dirais bien pas assuré, parce qu'on n'est jamais assuré avec des jeunes, mais elle m'a quand même confirmé ce que je pensais de Dickinson, dans le sens, comme tu as dit tantôt, bon, son physique, l'avantage par rapport au gars de son âge, mais par contre, il a du talent, qui est capable de driver une équipe, si on peut dire. Oui, il y a quand même là, Oliver Bunk, là, un gros def avec lui, là, qui était le capitaine d'ailleurs de London, mais tu voyais que c'est un gars qui a du leadership, qui a du chien, comme tu disais, il a du grit, et il est capable de s'impliquer. Sur l'ensemble du tournoi, par exemple, là, oui, Parek a mal paru en finale, c'est vrai, mais je l'ai Ouais. trouvé offensivement, honnêtement, c'était le meilleur défenseur du tournoi, puis c'est le meilleur défenseur de son âge du draft, tout simplement, je pense. Là. Moi, il m'a encore convaincu un peu plus que, tu sais, offensivement, ce gars-là, il a une coche, selon moi, vis-à-vis les autres joueurs du draft. Tu sais, là, je ne veux pas viser directement celui que toi, tu préfères, là, mais honnêtement, Parek, je l'ai vraiment trouvé bon parce que, tu sais, il a fait un point par match à la Coupe Memorial, puis, tu sais, l'offensive passait, c'était lui la pierre angulaire de l'équipe, tandis que London, tu sais, il y avait celui qui est drafté par Toronto, je ne me souviens plus exactement de son nom, Cohen, là, Ouais, Cohen. tu sais, il était super bon. Puis, tu sais, ils ont comme 5, 6, 7 joueurs qui étaient draftés London dans l'attaque. Il y avait des super de bons joueurs. Fait que, tu sais,
Altunen, je pense, un choix de deuxième ronde de San Jose qui était très bon. Ils ont O'Reilly au draft cette année aussi qui était bon. O'Reilly, exact. Fait que, à un moment donné, je veux dire, c'est plus facile dans ce temps-là de bien paraître. Pareil, quand tu regardes le line-up, il y en avait 2-3, évidemment, là, des bons joueurs. Là, on va gagner la Coupe Memorial, sauf que c'était pas mal lui qui était le. Je sais pas, c'est le leader de cette équipe-là. Tu vois, pour driver une équipe à 17 ans comme défenseur, autant qu'il l'a fait, puis il a continué de marquer des buts, même à la Coupe Memorial, il a fait des passes. Mais, bref, moi, je suis bien emballé de Pareck. Puis, j'ai pas bougé nécessairement ces deux gars-là dans mon draft parce que justement, je me suis dit, la Coupe Memorial, c'est pas là qu'il faut que tu. Comment je dirais bien, les autres joueurs au draft n'ont pas eu la chance de jouer à ce tournoi-là. Il ne faut pas que tu bases ta réflexion uniquement sur la Coupe Memorial, mais quand même, j'ai fait quelques petites modifications. OK. Ben, écoute, j'ai très hâte d'entendre ça. Puis tu parlais là, tantôt, ça reste Dickinson. Moi, je trouvais que c'est le meilleur défenseur de London. Il était meilleur que Bonk. Bonk, c'est pas mon favori. Après l'avoir vu à la Coupe Memorial, je n'ai pas tant trippé. Là. Mais j'ai hâte de voir pour vrai. Dickinson me donnait une petite couche de plus que je m'attendais pas nécessairement. Fait que je le mets pas quand même dans mon top 10 à cause de ce que j'ai mentionné. Là, mais puis Pareck aussi, je suis d'accord avec toi, Marc. En tout cas, encore là, j'ai dit du positif, mais tu vas voir, j'ai fait des mises à jour à mon classement. Donc, puis là, tu as parlé tantôt, tu as essayé de parler de Bouillum, qui est mon préféré. Là, cette semaine, Marc, si je dis 3 fois Bouillum en voulant parler de Levchunov, tu peux m'arrêter. Ouais, sérieux, j'en avais même pas eu connaissance, mais en le réécoutant, tu vois que je pensais trop à Bouillum. Là. Écoute, ça faisait 2 semaines que je faisais juste penser à lui. Là. Je regardais des vidéos de lui dans le lit. Ma blonde se demandait ce qui se passait. Mais pour vrai, écoute, c'est bon pour le retour sur la Coupe Memorial. Maintenant, on a quelques petites mises à jour à notre classement, notre top 10. Moi, en fait, non, je vais te laisser y aller, Marc. Là. J'aimerais savoir, toi, c'est quoi ta mise à jour? Puis après ça, je partagerai la mienne, peut-être. En gros, là, mon nouveau ranking, là, le top 4 reste sensiblement, pas sensiblement, reste le même. C'est Lebrini, Demidov, Lidstrom, pour moi, c'est le top 3. Même si c'est une grosse année de défenseurs, pour moi, il n'y a pas de défenseur qui devrait se glisser dans le top 3 devant ces 3 joueurs-là. Je laisse Levchunov 4e parce que, selon moi, c'est le défenseur le plus complet, le plus maturé à supposément 17 ans. Là, pour son âge, là, je pense que c'est le défenseur le plus NHL ready. Mais j'ai menti tantôt, j'ai dit que je n'avais pas bougé les gars de la Coupe Memorial. J'ai monté Pareck puis j'ai descendu Iginla. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que Pareck m'a comme convaincu que c'est un défenseur offensif. Je ne veux pas dire générationnel, mais en plus, le 5e choix, c'est les Canadiens, puis je ne veux même pas qu'ils prennent Pareck, là, mais en tout cas, bref. J'ai monté Pareck parce qu'il a vraiment eu un bon tournoi puis il m'a convaincu. J'ai fait abstraction de la finale que, oui, a été sur la glace pour le but gagnant, puis à peu près tous les buts de son équipe sauf un. Puis il a été sur la glace pour tous les buts de Longdon aussi. Fait que, bref. Dickinson, là, j'ai glissé Iginla 6, Dickinson 7, Yakemchuk 8. Ça n'a pas bougé. Dickinson, Yakemchuk. Catton non plus 9. Catton, en passant, là, quand on retouche les stats comme il faut, ce gars-là va sortir top 10. Là. Il a trop mangé la ligue à Spokane, qui était une équipe bien ordinaire. Moi, je pense que Catton, c'est un top 10, mais il y en a qui le glissent un peu plus loin, dont Eli. Puis, je me suis permis de mettre Bouillon 10e à la place à Eiserman parce que j'ai regardé des tapes un peu plus. Là, je me dis, Eli, il trouve donc bien bon. Honnêtement, c'est vrai que Bouillon, il va sortir top 10. Là, je suis pas mal convaincu à 90%. Puis, Eiserman, beaucoup qui sortent du top 10 de ce temps-ci. Il y en a qui le mettent à Montréal 5e. Ça, je serais vraiment pas content. Bref, fait que j'ai monté Pareck, j'ai glissé Iginla. Puis j'ai glissé Eiserman 11e pour mettre Bouillon 10e. Bon, 11, 12, 13, 14. Là, la suite, ça reste sensiblement pareil. Seneki, Elenius, Silayev, puis Cordier. Excellent. Ben écoute, très heureux de voir que Bouillon a fait son apparition dans le top 10. Moi, il est 2e. Là. Il est resté là. D'ailleurs, je ne l'ai pas bougé. Donc, mes changements sont quand même simples. Là. Moi, dans le fond, pour faire l'exercice pour le mock draft, j'ai regardé des tapes encore, puis ça reste que des fois, tu te dis, si j'arrive à mon pic, équipe égale, là, peu importe la position, j'ai besoin d'un joueur, j'essayais de réfléchir à qui je serais prêt à repêcher, est-ce que je prends lui avant lui, puis au bout de les lignes, des fois, j'avais des réponses que, en parlant de Pareck, c'est les attaquants que j'avais mis en dessous de lui que je prenais avant. Donc, ce que j'ai changé, j'ai McLean Celebrini 1er, Bouillon 2e, Demidov 3e, Lindstrop 3e. Sauf que j'ai upgradé Trevor Conley 5e, Beckett Seneca 6e
et Zane Parekh 7e. Donc, c'est juste que ces deux joueurs-là sont passés au-dessus de Zane Parekh, qui maintenant est seulement au-dessus de TJ Ginla. Puis ma deuxième modification, après avoir regardé à nouveau, j'ai mis Levchunov 9e, Yakemchuk 10e. J'y ai repensé, puis j'ai dit, tu sais, vraiment, ça arrive à mon pic, qui je vais être un petit peu plus excité de prendre. Puis j'y ai quand même été avec Levchunov parce que, ben, tu sais, je parlais beaucoup que le seul problème avec Levchunov, c'est comment il comprenait la game de hockey, les décisions qu'il prenait. Puis encore là, Levchunov, c'est genre un gars que si je le rencontre, si je parle à des scouts qui l'ont connu ou peu importe, qui ont des bons mots puis qui ont appris à connaître le joueur, je pourrais le monter encore plus haut. C'est juste que, peut-être que c'est juste parce qu'il n'a pas assez joué encore. Il jouait en Biélorussie, il est venu aux États-Unis, il apprenait pas la game de la même façon. Donc, c'est pour ça que je l'ai monté par-dessus Yakemchuk parce que je pense que son upside est quand même très, très élevé. Puis au bout de la ligne, je le prendrais quand même avant Yakemchuk, que j'ai quand même très aimé pour l'avoir dans mon top 10. Donc, c'est principalement ça. Donc, écoute, Trevor Connolly maintenant dans mon top 5. Tu sais, moi, c'est pas compliqué, là. Tu coûtes la médaille d'or à ton équipe au U18 dans mon top 5 automatiquement. Ouais, il y a des prouesses pour d'autres raisons, là, mais ça, honnêtement, moi, je trouve que j'aime pas faire abstraction du hockey puis d'aller dans les médias, mais les équipes ont comme pas le choix de s'intéresser à ça puis de gratter un peu là-dedans. Fait que pour cette raison-là, c'est assuré qu'il ne sortira pas à Montréal, selon moi. Mais s'il devient un joueur sensationnel, problématique, c'est tant mieux. Il fera carrière dans une équipe un peu oubliée dans le fond des États-Unis. Je le verrais bien performer à qui est 8, 9e, là, mais Calgary, c'est au Canada, Ottawa et tout. En tout cas, bref, à Seattle, je pense qu'il pourrait se permettre de. Je pense qu'à Seattle, pourrait se permettre de faire son bum, puis on n'entendrait pas trop parler, là, mais à Montréal, on ne peut pas se permettre de prendre des Mike Ribeiro. Ouais, ben on va voir. Là, il a fait des niaiseries quand il était très jeune. Là, une vieille game Snapchat, là, donc des choses s'est passées. Mais en tout cas, ça fait que je l'ai là, puis comme je l'avais expliqué, là, c'était principalement sur le talent puis ce qu'on avait en tape, parce que le reste, on ne peut pas l'évaluer. Malheureusement, on s'est fait refuser nos demandes d'entrevue avec les joueurs. L'année prochaine, peut-être. Écoute, on a un gros following. Le dernier épisode, là, ça a vraiment amené. Là, nos fans de hockey sont sortis des bois, là, donc peut-être qu'on en aura beaucoup aujourd'hui. Maintenant, ben, c'est bon pour nos top 10. On peut passer aux joueurs qui ont été exclus de nos deux top 10. On va parler de deux joueurs principalement, là, que vous posez peut-être des questions, là, Silayev et Konsta Elenius. Donc, c'est les deux joueurs dont on va parler par rapport à ça. Marc, veux-tu y aller en premier ou tu préfères que j'y aille? Je peux parler de Silayev. J'avais quand même préparé un beau petit texte parce qu'il était classé dans le top 10 d'à peu près tout le monde. Puis moi, en l'écoutant, j'ai dit, je pense pas que ce soit dans mon top 10, ce gars-là. Bref, Anton Silayev, il a joué pour Nizhny dans la KHL. Un défenseur de 6 pieds 7, 207 livres. Quand même, on s'entend, c'est un très gros gabarit. Cette année, il a fait 3 buts, 8 passes, 11 points en 63 matchs dans la KHL. C'est le plus haut total pour un gars de moins de 18 ans, parce qu'il a eu 17 ans pendant toute la saison. Il a fait 2 passes en 5 matchs en série. Moi, j'ai dit, même si c'est 11 points, là, ça représente un record dans la KHL pour un gars de 17 ans, je ne crois pas qu'on peut parler d'un talent offensif. Je considère ce def-là un peu comme la wild card du draft parce qu'il est très dur à évaluer. Parce qu'il n'a pas joué dans les tournois internationaux, fait qu'on n'a pas grand highlight de lui. Dans le KHL, on s'entend, là, les joueurs de 17 ans, ils ne jouent pas beaucoup, fait qu'on n'a pas beaucoup de séquences vidéo. Il a joué peut-être un 10, 12, Ben, peut-être il a des matchs joué. de 15 minutes. Il a joué un petit peu plus, Silayev, par exemple. Je pense au début de l'année, c'est pour ça qu'il était très, très haut, là, pas si longtemps. Il jouait des gros 20 minutes, puis etc. Mais je te laisse continuer, mais c'est un des gars qui a joué le plus à 17 ans. C'est pour ça qu'il y a un hype. Là. En tout cas, moi, peut-être, oui, qu'il a joué des 20-22 Ouais. minutes, certains matchs, mais c'est dur de trouver des séquences de lui, là, autant que les autres jeunes qui jouent en Amérique du Nord, Ah ou, ouais. exemple, en ces ligues-là. Fait que, tu sais, moi, les vidéos que j'ai écoutées, tu sais, je veux dire, ces 3 buts sont filmés, puis c'est des, je vais utiliser ton expression, là, des vieux tirs de la pointe, tu sais, qui trouvent Ouais. son chemin jusqu'au but, là, mais ça fait sur 3 pattes, 2 bâtons, puis ça se rend, tu sais, le gars, moi, je trouve qu'il n'a aucun skills offensif, là, tu sais, il coupe des carottes avec son long bâton, puis il prend des snaps de la pointe, tu sais, c'est pas un gars qui a une grosse lucidité offensive. Pour son 6 pieds 7, je trouve qu'il se traîne bien sur la glace. Là. C'est quand même pas la pire. Il a une belle mobilité, honnêtement, pour un gars de 6 pieds 7 à son âge. Il paraît bien, là, défensivement, avec son long bâton. Honnêtement, défensivement, il est très, très bon. Là, dans sa zone, pour un gars de 17 ans qui joue contre des hommes,
Il est puissant quand même. Il a un gabarit NHL, on s'entend, il est énorme. Mais moi, pour le classer aussitôt dans le draft, là, je pense que c'est un projet. Il va falloir être patient avec ce def-là. Puis, honnêtement, je le vois plus virer comme un genre de Oleksiak que, mettons, un Edman. L'entre-deux serait peut-être un Colton Parayko. Mais je pense pas qu'il y ait autant d'offensives que Colton Parayko. Honnêtement, moi, je suis un petit peu. Ce def-là, je le vois un peu sortir, exemple, en Arizona, qu'ils vont nous sortir une long shot, puis les autres sont prêts à l'attendre. Pas encore. Bref, c'est ça. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va se ramasser, mais je pense pas qu'il va être dans la NHL d'ici 1 ou 2 ans. Ça va être un défenseur projet long terme. OK, parfait. Ben, j'étais un peu à la même place que toi. Il n'était pas dans mon top 10, mais ça reste que Silaïev, quand j'ai commencé à regarder son tape, je voyais ça, def 6 pieds 7, 207 livres. Je bon, un autre qui ne sera pas tant bon, puis que c'est juste parce qu'il est grand. Ben, moi, j'ai été surpris positivement quand j'ai regardé son tape pour une raison précise, c'est que je vois vraiment une place pour lui dans la NHL, un rôle précis, mais un rôle dans lequel il pourrait dominer dans la NHL. Mais c'est encore quand même une grosse projection parce que sa game offensive est, moi, je trouve qu'elle est pratiquement inexistante. Son offense, c'est qu'il patine vraiment bien. Il y a des long strides, très bon patineur. Mais demande pas de dribbler une rondelle trop longtemps. Demande pas de faire 8 passes dans le centre dans le même match. Et c'est vraiment pas ça. Puis sa shot, c'est pas la mer à boire non plus. Là. Donc, comme tu l'as dit, c'était quand même des vieux buts. Oui, à 17 ans, il a fait des points KHL. Puis je le trouve. C'était quand même impressionnant ce qu'il a fait. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé de Silaïev, c'est tout ce qui touche à sa game défensive. Dans sa zone, ça pourrait devenir une terreur. Un shutdown défenseur numéro 1. Ce que je veux dire par défenseur numéro 1, c'est vraiment ton shutdown contre la meilleure ligne adverse. Il a un excellent stick, puis il mesure 6 pieds 7. Donc, est-ce que j'ai perdu Marc-Olivier? Ouais, moi, c'était buggé. T'es-tu OK, là? c'est beau. Hey, c'est moi que j'ai eu peur. C'est bon, c'est revenu, puis je pense que ça enregistre encore. Là, donc, on est quand même bon pour ça. Il va peut-être avoir un petit lag, bon. mais poursuis sur Silaïev. Pas de problème. Ben oui, c'est ça, Silaïev. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ces pivots, ils peuvent se faire battre un contre un, puis ces pivots ne sont pas incroyables, mais c'est pas non plus si pire que ça. Donc, étant donné qu'il a un long bâton, il va toujours s'en sortir. Il est mine dans sa zone, vraiment. Il est comme méchant. Ça va être plate un petit peu jouer contre lui. Il y a les attaquants qui veulent avoir une petite game soft, tranquille. Je pense qu'ils vont avoir de la misère, ils vont trouver ça très tough. C'est sûr, c'est une projection dans la Ligue nationale, mais si tu le projettes à son upside, c'est ça. C'est ton shutdown défenseur très dur à battre à un contre un. Puis l'autre point, puis ça, c'est. Je ne vais pratiquement jamais parler de ça parce que c'est rare, mais c'est une terreur en piqué. Il est tellement long, puis il est tellement bon pour en même temps avoir le stick un petit peu sur la palette du gars qui est à half-wall, puis en même temps avoir son corps dans la ligne de shot. Pour vrai, je l'ai trouvé excellent. Il ne fait pas la pieuvre comme Hall-Gill tout le temps. Okay. Ouais, c'est ça. Mais ça reste qu'Hall-Gill en piqué, c'était une terreur. Donc ça, c'est un gros positif. Donc, c'est ce que je vois. Game offensive, là, comme je l'ai dit, c'est ça son gros négatif. Je ne la vois pas. Puis, tu sais, j'ai écouté plusieurs podcasts après avoir fait nos classements. Puis, j'entendais du Victor Hedman, puis etc. Ah oui, souvent. Là, moi aussi, ça me tombe un peu, là, parce que Victor Hedman, je veux dire, oui, il est bon défensivement, mais il t'amène 60-70 points par année, là, puis il y a une shot. Oui. En tout cas, bref, c'est ridicule comme comparaison. Là. J'essaie de chercher le gros défenseur défensif de la NHL. Je l'ai, moi, Marc. Christopher Tanev. Moi, ce que je voyais, puis premièrement, Edman, comme tu disais, il y a du monde qui a oublié c'était qui Victor Edman, là, on dirait. Il n'y a pas de comparaison, vraiment pas. Là. Je la vois vraiment, vraiment pas, cette comparaison-là. Moi, je voyais Silaïev devenir, si tu le choisis tôt, un Mark Method à ton Eric Carlson. Oui. Ça pourrait être vraiment méchant. Veux pas Crosby, il n'aimait pas ça jouer contre Mark Method. C'est pas nécessairement le plus gros joueur, mais c'est un joueur que tu veux dans ton équipe. Donc, moi, Silaïev, non, je ne l'ai pas mis dans mon top 10 parce qu'il me manque le potentiel de tout faire sur la glace.
Mais ça risque que s'il y a une équipe dans le top 10, mais d'habitude, tu drafts mais un petit peu, mais s'il y a une équipe dans le top 10, dit c'est ça qui nous manque, là, un def mean qui va. Je sais pas, disons que les Devils trouvent qu'ils ont une bonne brigade défensive. Sont pas dans. Sont-ils dans le top 10, le dernier pick, Ouais, les top 10? Devils, Ouais, c'est c'est ça. dixième. Ils sont Ouais, 10e. ça se Ben, en peut, tout cas, honnêtement. disons que eux, ils disent c'est ça qui nous manque, ils en ont déjà des grands, ben ça serait correct. Là. Moi, je pense qu'il y a une équipe qui pourrait justifier ça. Par exemple, top 5, c'est fort un peu. Donc, Non, exact. ben, on le voyait pareil un peu, Marc. Donc, c'est ça pour notre chum Silayev. Maintenant, Konstantinos, que Greg Button, troisième, quatrième sur sa liste, je crois. Là. Oui, ben j'aimerais ça t'entendre en parler. Je vais le présenter. Ben, je vais juste dire vite, Konstantinos, un joueur de 5 pieds 11, 180 livres qui joue pour Djukurit en Liga et c'est un centre. Donc, Marc, qu'est-ce que tu en as pensé? Puis j'irai par la suite, ça va être quand même cool de mon côté. Ben, pour son âge, très bon joueur de centre. Moi, il m'a un peu déçu au World Junior. Il avait juste fait 2 points en 7 matchs. Puis il était classé très haut au début de l'année. Mettons, tu regardais le mock draft 2024, mais en début de saison NHL, il était classé très haut. Puis un peu glissé pendant la saison. Puis ça, habituellement, là, ça annonce que le joueur, probablement qu'au draft, il va glisser. C'est toujours un peu. Ça me rappelle un peu là, un Ratti, Atou Ratti qui avait glissé beaucoup son année de draft. Là. Je ne veux pas dire qu'Elenius ne sortira pas en première ronde, mais c'est sûr qu'il va sortir au moins top 20, selon moi, parce qu'il est quand même très, très bon. Mais ce n'est pas un gars de top 10, selon moi. Il a quand même fait 14 buts, 22 passes, 36 points en 51 matchs dans la Liga, qui est de Ligue double, selon moi, la meilleure ligue d'Europe, peut-être la deuxième après la SHL, la Ligue de Suède. Mais tu sais, il a fini 7e buteur puis 6e pointeur de son équipe. Je veux dire, c'est pas la grosse affaire. Son équipe a fini aussi 6e sur 15 équipes dans la Liga. Fait que je vais quand même pour une bonne équipe. Tu sais, son coup de patin, il est compact. Là. J'aime sa façon de patiner. Il a l'air solide sur ses patins pour sa grosseur, mais c'est pas le plus explosif. Disons, à 1 contre 1, il ne débordera pas un défenseur pour lui manger de rapidité. Mais il a un très, très bon IQ, là, autant offensivement que défensivement. J'irais peut-être même jusqu'à dire que défensivement, je pense que c'est l'attaquant que j'ai trouvé le plus là, vaillant et impliqué défensivement dans tous les jeunes que j'ai écoutés du draft. Tu vois qu'il y a un peu là, le filon d'un Européen là, qui va jouer sur les 100% de la glace. Là. Puis, tu sais, ça, souvent, les directeurs gérants, les recruteurs, ils aiment ça. Fait qu'honnêtement, je pense que ça va quand même être un gars de top 15, au plus loin, là, 18, disons, là, mais je pense pas que ce soit un top 10 parce qu'il manque peut-être un peu là, de upside offensif. Mais tu sais, je l'ai comparé, moi, à Granlund, Michael Granlund, qui joue présentement à San Jose, qui a fait un peu le tour de la ligue. Là. Tu sais, c'est un bon petit attaquant qui va te ramasser des points, mais c'est pas un gars qui en série va te step up sa game et qui va te grinder des défenseurs. Puis que, tu sais, je veux dire, moi, c'est moins mon style de joueur. Là. Des Peterson puis des AO, là, on le voit, ils sont pas en finale présentement. Là. Ils sont bien, bien bons, ils sont beaux à voir, les Européens, mais moins mon style de joueur pour des séries, puis en général pour construire une équipe. Fait que Kucherov, t'en veux pas? Non, ça reste niaise. Mais je comprends ce que tu veux dire là, avec ce type de joueur-là. Puis, je suis pas mal à la même place que toi dans son évaluation. Ce que j'ai écrit, j'ai parlé la semaine dernière de Celebrini, que c'est un joueur qui est excellent dans tout. Ben, Elenius, c'est un peu une version Wish de Celebrini. Pas moins, là, mais il est bon dans tout. Il est excellent dans rien. C'est un des seuls centres purs au draft, parce qu'on a parlé de Celebrini comme un centre. Après, on a parlé de Lidstrom, pas sûr. Tejegenla, pas sûr. Demidov va peut-être essayer au centre. T'sais, bref, Elenius, c'est un joueur de centre. Il n'y aura pas question qu'il va jouer à l'aile. Il va jouer au centre. Il est, comme tu l'as dit, excellent sur 200 pieds. Dans mes notes, là, pour vrai, là, j'avais rien de négatif de noter à sa game. Donc, ça se peut qu'il y ait des équipes. C'est vrai dans un sens qui. C'est ça se peut qu'il y ait des équipes qui le prennent plus tôt. Puis, tu sais, Button qui l'avait mis haut, j'avais écouté un petit peu ce qu'il en avait dit, puis il dit un peu la même chose que je disais. Puis moi, j'étais là, ben, il me manque un petit wow pour que je sois prêt à le prendre aussi haut. Fait que, Elenius, je pense que au bout de la ligne, ce que j'ai écrit, c'est son upside. Ça serait un centre de 2. Pas le meilleur pointeur de ton équipe, mais ça serait son upside. Mais ma projection, c'est un petit peu plus un centre de 3 adoré par son coach. Je vais jouer dans toutes les situations, peut t'amener un peu d'attaque. Puis, upside. Voilà, j'avais comme il dit Nick Suzuki au début, mais il n'y a jamais les skills à Suzuki. Puis le reste, mais tu sais, je ne savais pas trop m'aligner.
Ouais, ce que Bergeron est devenu, mais c'est facile de comparer un centre défensif à Bergeron. Là, donc, en tout cas, bref, c'est un peu ça. Là, ma projection, c'est qu'il semble de trop adoré par son coach. Puis il se projette quand même bien dans la Ligue nationale, mais le upside ne m'intéresse pas assez pour le prendre très, très haut. C'est principalement ça. Donc, c'est ça pour Constat et News. Donc, si Craig veut participer à notre podcast pour venir en parler, l'invitation est lancée. C'est la bienvenue. T'es le bienvenu, mon Craig. Maintenant, Marc, si tu me permets, je vais parler un petit peu des Québécois. Je vais y aller en mode assez rapide là, pour les trois. Les trois que je voulais parler, le premier, c'est Justin Poirier du Dracor de Bécomo, que vous avez probablement entendu parler cette année parce qu'il a battu quand même des records là, dans la Q. Donc, il mesure 5 pieds 8. C'est pour ça qu'il est droppé un peu. 181 livres, c'est un ailier droit droitier. Qu'est-ce que Poirier comme joueur, je pense que c'est facile quand même à lire. Là. C'est pas très difficile. J'ai regardé son tape, ses highlights. J'ai regardé une game complète. Puis, tu sais, je veux pas trop y aller avec une projection de classement parce que j'ai pas assez vu de stock. Honnêtement, j'ai vraiment pas assez vu de stock, mais je veux quand même dire il a l'air de quoi. C'est un excellent sniper. C'est probablement un des meilleurs au draft. Je pense qu'on peut le mettre dans la catégorie des Heisman à titre de pur sniper. C'est vraiment ça, sa game. Donc, son wrister, c'est un A++. De n'importe où sur la patinoire, il peut scorer, peu importe de où il prend la rondelle, de où il tire. Tu as regardé un petit peu les highlights et tout, et le crème, les gardiens de but sont des pee genre, c'est pourquoi, genre, tout rentre. Ben, c'est ça, son tir est tellement foudroyant, puis il est tellement précis dans ses placements de rondelles que ça en fait vraiment un gros scoreur. Puis je pense que, veut pas Poirier, ça risque d'avoir le type de carrière que là, on va voir. Là, il ne sortira pas en première ronde ou qui sait, peut-être quelqu'un va prendre une chance en fin de première, mais on dirait pas. On dirait que ça s'enligne plus pour la deuxième, même il y en a qui parlent en troisième. En tout cas, je dirais ce que j'en pense de ça. Mais je pense que ça peut être quelqu'un qui va scorer junior. Là, il va arriver l'année prochaine ou à sa saison 19 ans, crime 65 buts. Wow, incroyable. Puis aussi, j'ai oublié de dire, mais c'est un 17 ans, puis un vieux. Là. Il est presque au draft de l'année prochaine. Un jeune, excusez. Il est presque au draft de l'année prochaine. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, ça se peut qu'il arrive à 19 ans, fasse 61 buts. Après ça, il va arriver au World Juniors. Ils vont peut-être bien le prendre, jouer en powerplay. Bon, crime, il a fait 6 buts au World Juniors. Après ça, il joue dans A, il commence pas dans le show. Bon, c'est le meilleur scoreur de la A. Bon, on va l'essayer dans le show. Puis là, il va se mettre à scorer un peu. Honnêtement, il est si scoreur que ça. Sa faiblesse, pas un gros coup de patin. Peut pas nécessairement battre tous les gars un contre un, mais il y a des bonnes petites mains, puis il y a des bons petits edges aussi, là, des open-up à la Crosby. Là. Ça, il est très bon pour les faire, mais c'est pas une game explosive. Versus un Heiserman, il va moins amener la game physique un petit peu. Moins bon coup de patin aussi. Je pense que les mains dans des espaces rapprochés, par exemple, sont meilleures qu'Eisenman, mais en full speed, peut-être un petit peu moins. Eisenman est quand même capable de faire des choses. C'est sûr que je compare les deux, ils ne sortiront pas au même endroit, mais la discussion est similaire avec Poirier. C'est juste que Poirier est 5 pieds 8, puis Eisenman est 5 pieds 11, 6 pieds à peu près. Fait que, écoute, c'est pas mal ça pour Poirier. Avais-tu un mot à rajouter sur lui, Marc? Tu sais, moi, je trouve que justement, c'est son gabarit qui nuit, puis tu as raison. Moi, je trouve qu'il y a. C'est méchant, j'aime pas parler en mal de nos petits Québécois. Là. J'aimerais bien qu'ils sortent first round, mais tu sais, je trouve qu'il n'y a pas un beau coup de patin. Mais j'ai aimé ce que tu as dit, là, que c'est probablement, si c'est pas. Ben, si c'est Heiserman le plus gros scoreur du draft, c'est probablement lui le deuxième. Puis, je trouve ça le fun d'écouter justement, là, comme je te racontais, j'ai écouté des chroniques d'un Américain, puis il disait les top 10 des meilleurs buteurs du draft. Puis Poirier était troisième. Là. Il avait mis Celebrini deuxième, mais quand même, je veux dire, ils reconnaissent que c'est vraiment un top scoreur, tireur d'élite. Puis la comparaison est drôle là, parce que je trouvais qu'il ressemblait un peu dans sa façon de patiner, de tirer. Là. C'était pas un gros scoreur. Je me souviens qu'il avait déjà fait une saison. Victor Arvidsson. C'est un petit attaquant compact, avec un bon one-timer. Puis à un moment donné, je me souviens, là, je viens d'aller voir la stat, il avait fait 34 buts, 14 passes à Nashville. Ben, je vois un peu Poirier dans ce rôle-là. Mais il est capable de feeder pour vrai. Là. Il fait des passes aussi. Là. Parce que je veux dire, vraiment un tireur d'élite qui va aller chercher peut-être un 48, 50 points, mais genre 30 buts. Ouais, non, c'est clair. Poirier, son rôle dans la Ligue nationale, ben,
là, on projette, là, s'il joue dans la Ligue nationale ou partout il va passer, ça va être de la mettre dedans. T'as pas de Poirier, ça à 4, t'as pas de Poirier, ça à 3. Si ça marche, ça va être sur des top lignes. Puis, ce que j'avais oublié de mentionner, puis que j'avais pas dit, c'est qu'il ne sortira pas de la deuxième ronde. Je ne vois pas comment il pourrait se rendre jusqu'en troisième ronde. T'sais, après le 20e pic, tu lances des dards puis tu essaies des projets, des choses comme ça, ben il y a quelqu'un certainement qui va lancer un dard avant ça. 51 buts à 17 ans. Je pense, là, je ne l'ai pas devant moi, mais 17 buts en 15 games en playoff. Il se rend en finale. À un moment donné, tu run out of joueurs ordinaires à drafter avant lui. Là. Fait que c'est ça pour Poirier. Le prochain, Maxime Massé, 6 pieds 1, 181 livres, un ailier droitier, des Saguenayens, un gars de par chez nous, au Bas-Saint-Laurent, de Rimouski. Donc, difficile d'être objectif. J'y souhaite vraiment d'avoir une très belle carrière et d'être drafté le plus tôt possible. Puis Maxime Massé, l'histoire courte, c'est qu'au début de l'année, peut-être projeté top 15 à 20 peut-être. Il y avait eu une très grosse saison, recrue de l'année dans la CHL à 16 ans. Puis cette année, encore bonne saison, mais en bas des attentes, je pense qu'il avait été placé sur lui par les scouts. Donc c'est pour ça un petit peu qu'il drop et qu'on en parle plus vers début deuxième ronde. Fin première peut-être, mais ça semble plus être parti pour la deuxième ronde, on va voir. En général, moi, j'ai adoré Maxime Massé. Pour vrai, c'est vraiment un joueur de hockey avec une tête sur les épaules. Il va tout faire bien dans toutes les situations. C'est lui le scoreur dans l'équipe, mais que ça soit en D-zone, que ça soit en sortie de zone, que ça soit vraiment dès qu'il y a la rondelle près de la ligne bleue, il va toujours faire le bon jeu. Puis au moins 18 en finale, il me semble que je l'avais vu sur la glace dans les 2-3 dernières minutes. Puis il jouait en powerplay aussi, là, mais ils ne jouaient pas énormément non plus, mais ils ont quand même fait confiance dans ces situations-là, justement parce qu'il comprend la game puis il va toujours faire les bonnes choses. Puis je trouve que son hockey sense est au-dessus de la moyenne. Comme j'ai dit, il fait toujours le bon petit jeu, les bonnes petites passes comme un ailier. Vraiment, il va trouver son centre facilement, va placer la rondelle au bon endroit. Puis à ça, ben, se rajoute, veut pas, il fait des buts puis il fait des points. Là, Junior, c'est pas juste ça qu'il fait, là, mais un bon shot, bon one-timer, droitier, il fait la majorité de ses buts comme ça. Vraiment une game assez complète avec un petit upside offensif. Ce qui lui manque, je trouve son explosion, son patin, c'est pas encore assez. C'est pas encore assez élevé. C'est pas tant une faiblesse non plus. Puis je pense que ça pourrait être travaillé pour qu'il soit plus explosif. Puis s'il devient plus explosif, on parle d'un upside peut-être d'allié de deuxième ligne. Ben, ça reste que si j'ai à le projeter, tu vas le repêcher. Ça se peut qu'il joue sur ta 3 à l'aile puis qu'il soit très, très bon. Ou également, là, ça se peut que il pourrait jouer sur ta 4 éventuellement. C'est sûr que tu le prends en première ronde, c'est peut-être pour un plus gros upside que ça. Mais c'est un petit peu ça pour moi aussi. Je souhaite le meilleur du monde, là, un gars de Rimouski. Donc, puis je voulais te dire aussi, Marc, l'année prochaine, il va y avoir des Québécois en première ronde. Parce qu'après avoir vu Massé, dans son équipe, Guité, Guité puis Wang aussi, là, les deux défenseurs, là. Ouf! J'ai pas remarqué. J'ai surtout remarqué Wang, le défenseur, parce qu'il transporte la rondelle. Là. Il est vraiment, vraiment bon. Guité aussi ressortait. Puis, en checkant moins 18, on peut parler de Desnoyers aussi, là, qui risque de sortir en première ronde. On va en avoir quelques-uns. L'année prochaine, je vais en rajouter sur moi aussi. Tout ce que tu as dit, là, je l'approuve. Puis on espère évidemment que le petit Québécois se fasse repêcher le plus tôt possible. Mais je pense que les performances justement de Drummondville à Memorial, la réputation de la Ligue junior majeure du Québec dans les dernières années, on dirait que les autres équipes, pas les autres équipes, mais je sais pas, on dirait qu'ils ont une réputation. Le Québec est moins fort que l'Ouest et l'Ontario, mais honnêtement, avec ce que tu as dit l'autre jour, le nombre d'équipes qui est rendu dans l'Ouest, là, je sais pas à quel point, je veux dire, un défenseur ou un attaquant qui mange la Ligue de l'Ouest, qu'est-ce que ça vaut par rapport à, mettons, Massé qui est légèrement plus qu'un point par match dans le Q. En tout cas, bref, j'espère qu'il va sortir d'un 32 premiers, mais si ça va au lendemain, je pense pas qu'il aille plus loin que 40-42. Mais quand même, j'ai bien hâte de voir le développement de ce jeune-là. Il est excellent. Puis, aussi, en tout cas. Local à Saint-Laurent. Il va être le fun à suivre. C'est ça, un petit albatros, fait qu'on va suivre un peu. Puis je vais continuer sur ton segment patriotique de Québécois. Poirier, je ne sais pas si tu savais, mais il n'avait pas été invité à la Game des Espoirs de la Ligue canadienne. Il
n'a pas été invité au Combine de la NHL. Donc, ce gars-là va toujours avoir un chip on his shoulder, là, comme on dit en anglais. Là. Donc, je pense que même encore là, ça va l'aider. Imagine un gars de 51 buts qui bat un record de Crosby. Ben, le Crosby n'a pas joué dans l'Ouest, mais tu comprends, là, Crosby dans l'Ouest, puis qui fait 17 buts en 15 games, qui n'est pas invité au Combine. Les équipes, ça part. Hey, c'est quand même colon, là. Puis la game des espoirs. Il y a des gars qui font 2 points en 36 games dans KHL. En tout cas, je veux dire. En tout cas. Moi, je veux dire, à un moment donné, la JMQ, c'est des jeunes qui jouent contre des gars de leur âge. Puis quand tu es plus fort que les gars de ton âge, parce que. Moi, tout, ça me déçoit un peu, cette réputation-là. Je ne vois pas en quoi la Q serait moins forte que l'Ouest si on a gagné à Memorial pendant 5-6 années consécutives. Là, je parle au Hon comme si j'avais participé. En tout cas, bref. C'est correct qu'on parle au Hon quand on parle du Canadien. Enchaîner avec Boisvert. Oui, on va enchaîner avec Sacha Boisvert, un joueur de 6 pieds 2, 179 livres, un centre, excuse-moi, j'ai oublié, là, mais c'est gaucher, j'étais pas mal sûr, mais je voulais valider sur ma feuille. Il jouait dans la USHL pour les Lumberjacks de Muskegon. Écoutez, j'ai dit des choses positives beaucoup sur les Québécois présentement. C'est dur à dire. Sacha Boisvert, ce n'était pas mon préféré. J'ai vraiment pas tant trippé sur le tape. C'est un grand joueur que quand il y a de l'espace, puis qu'il y a un peu pour patiner, puis pour rentrer dans la zone offensive, ce qu'il aime faire en tant que gaucher, c'est vraiment fake un petit peu une shot, prendre le centre, puis là, shotter. Puis c'est ce qu'il fait de mieux. Vraiment un bon wrister dans ces moments-là, mais ça risque que ça y prend de l'espace pour manœuvrer. En beaucoup de situations, je l'ai vu dans des espaces où, premièrement, il faut que tu battes ton gars 1 contre 1, ou tu as un stick d'en face, ou tu t'en vas pour te faire frapper. Puis vraiment, il va perdre la rondelle, puis il ne va pas produire beaucoup à ce moment-là. J'ai aussi trouvé qu'à chaque fois qu'il y avait une mise en échec, il était sorti complètement du jeu. Tu sais, des fois, tu as des gars qui vont prendre des mises en échec, ça bande, tu te colles ça bande, tu gardes la rondelle dans tes patins, tu ressors avec. Sacha Boisvert, j'ai pas vu ça beaucoup. Il y avait un petit peu plus de stock sur lui, donc j'ai pu l'analyser plus. Puis on dirait que je regardais des games dans USHL. Écoute, c'était peut-être les moins bonnes games de Sacha Boisvert sur lesquelles j'ai tombé. Je vais l'appeler Boisvert là, à partir de maintenant. C'est peut-être ses moins bonnes games. Et ça risque que pendant les 2 games, j'étais là, je ne l'ai pas vu, je ne le vois pas encore. Il n'a pas rien amené offensivement encore. Va-tu faire de quoi? Puis je pense qu'une game, il avait fait une passe à un moment donné, il avait fait une passe à un gars en échappé, mais tu sais, que j'aurais fait facilement. Là, n'importe qui, là, c'était quand même facilement faisable. L'autre game, il avait fait un but sur un rebound. Mais on dirait que j'attendais tout le temps. Bon, il m'amène-tu de quoi? C'est quoi la prochaine étape? Donc, c'est ça, mais ça reste que c'est un gars qui a tout pour réussir. Bonne shot, bon size, patin correct. Il pourrait l'améliorer un petit peu, mais c'est pas nécessairement de faiblesse. Donc, c'est comme s'il a l'air d'un joueur de la Ligue nationale, plus que sa game est avancée, selon moi. Donc, encore là, c'est un Québécois. J'y souhaite de sortir en première ronde. Moi, je ne l'ai pas énormément aimé. Je sais qu'on en parle peut-être pour le 2e pick du Canadien, donc ça ne serait probablement pas mon pick, honnêtement. Mais c'est ça pour Sacha Boisvert. Je ne sais pas si tu avais eu la chance de regarder un petit peu son tape, Marc. Je ne rentrais rien parce que je n'ai pas beaucoup écouté. Ce que j'ai lu, par contre, c'est que c'est un gars qui avait du grit pas mal, c'est intense, avec de la foudre. Je ne sais pas si c'est ce que tu as vu. Non. Pour vrai, j'ai lu ça aussi, puis après avoir checké, j'ai fait, c'est pas, mettons, un Zach Lheureux. Je le connais pas assez, Zach Lheureux. Je ne sais pas si tu as vu présentement, Zach Lheureux, je fais une petite parenthèse, mais les premiers scoreurs de la AHL en playoff sont en demi-finale. Je pense qu'ils ont perdu, par exemple. Ils vont sûrement se faire rattraper, mais ils ont perdu en demi-finale de l'Ouest avec les Admirals. Il y avait comme 16 points en 14 games. Quand même. D'après moi, il va faire la NHL l'année prochaine, mais c'en est un peu de ce style-là, un petit Québécois qui fait sa place non seulement pour ses talents offensifs, mais parce qu'il y a de la foudre. Puis bon, des fois pour les mauvaises raisons. Là, lui, dans ce cas-là, il a pas eu une coupe de suspension, mais tu sais, c'est un gars qui brasse, c'est un petit marchand. OK. En tout cas, ça, je ne l'ai pas vu, mais Zach Lheureux, c'est vrai, je l'ai vu. Puis je pense qu'il y avait aussi, les 3 Québécois. C'était 3 Québécois qui dominaient les classements. Hendrix Lapierre. Ouais, c'est hot, ça, quand même. Écoute, c'est ça pour Sacha Boisvert, le dernier joueur qu'on voulait analyser avant de passer à notre fameux mock draft. Donc, on a décidé qu'on allait parler des picks,
moi, j'allais trancher pour les choix impairs. Marc allait trancher pour les choix pairs. Donc, je peux y aller pour commencer. Premier pick, les Sharks de San Jose. On ne fera pas différentes personnes. Donc, je vais tout de suite prendre notre ami Macklin Celebrini comme premier choix. La raison est simple. Là, je pense que les Sharks, avec Celebrini, ils repartent une franchise. Puis, comme on en a déjà parlé, là, on va avoir Will Smith, là, ils vont avoir l'euro de choix qu'ils vont faire. Donc, je pense que c'est un consensus, là, puis il n'y a personne qui en a fait assez là, pour mériter le premier choix. Donc, sur le premier, on va aller très rapidement, Marc. Donc, on y va avec Macklin Celebrini. Donc, je te laisse où est-ce que le draft commence avec les Blackhawks de Chicago. Parle-moi un petit peu là, de qu'est-ce que tu verrais pour l'équipe en fonction de ce qu'ils ont aussi. Là. Ben, tu sais, j'ai analysé un peu là, pour faire mon mock draft les 5-6 dernières années de draft de chaque équipe. Puis aussi, je m'ai fait une banque là, de 10 prospects. Je ne commencerai pas à énumérer les 10 pour chacune des équipes, mais juste pour me faire une tête sur quels sont leurs plus gros besoins. Si je vois rapidement là, pour les Blackhawks, en passant, là, quand ils ont, mettons, moins de 100 matchs de jouer, exemple juste une saison ou une demi-saison, je les mettais encore dans les prospects de l'équipe, genre Bédard. Fait que, on a un Bédard au centre puis un Nazar qui avait drafté la même année que Korchinski, le défenseur. Fait que, on a quand même Bédard, Moore qui a été drafté la même année que Bédard, 3 centres. Nazar, Moore, Bédard au centre, Korchinski puis Rizzo qui ont été draftés la même année, qui sont des très bons défenseurs. Renzel, en tout cas, je ne veux pas le prononcer, je veux le prononcer comme il faut. Là. Je pense que c'est Sam Renzel. Il a joué cette année là, dans NCAA puis il a été très bon. Sinon, on a Alex Vlasic aussi, le défenseur, là, qui est allé, qui a comme pris sa place avec Seth Jones. Là. Ouais, c'est mesure 6 pieds 5 puis sort de la OHL. Il a l'air d'avoir pris sa place pour jouer avec Seth Jones. Là. Fait que je pense que lui, mettons, c'est stud, il va être dans l'équipe. Fait que, rapidement, je trouve que dans les des 2 dernières années de draft, on s'est quand même bâti une défensive. En 2021, on avait pris Nolan Allen, 32e au total à la défensive. C'était un choix qui avait été un peu critiqué, qui était classé beaucoup plus loin que la première ronde. Puis finalement, il a fait Team Canada l'an passé. C'est pas un gros talent offensif, mais bon shutdown défenseur. Sûrement qu'en se développant tranquillement, il va faire sa place comme 5-6e def. Fait que moi, je pense que la priorité, c'est pas nécessairement la défensive. On a encore un Seth Jones. Korchinski, qui a sorti 7e il y a 2 ans, va être très bon offensivement. On a un Connor Murphy qui est un bon vétéran. Bref, moi, je trouve qu'en regardant leur banque de recrues, le problème, c'est qu'on n'a aucun allié. C'est tous des centres, des defs, des centres, des defs. Fait que moi, je pense que c'est impossible, surtout que tu as un joueur comme Connor Bedard dans ton équipe que tu veux entourer. Ça doit être ta priorité de trouver un trio, un allié gauche, un allié droite pour Bedard pour qu'il se développe comme il faut. Je pense qu'avec Demidov qui est disponible comme allié gauche, ça serait vraiment incroyable pour Bedard. Les 2 talents offensifs ensemble. J'allais dire un peu le Marner à Matthews. Dans le sens que Demidov, bon, oui, il est très, très, très bon, très skills, mais je pense que c'est plus un passeur, un playmaker qu'un scoreur. Fait que, il pourrait être un peu le Marner qui alimente Matthews, qui serait Bedard. Moi, mon Ils gut, c'est qu'ils vont aller avec. Sont pas petits un oui, ils peu, sont petits. Demidov, Bédard, Nazar. Pour moi, un gros allié droite, là, ils vont chercher Tom Wilson ou je sais pas qui, mais tu sais, rendu là, je suis d'accord avec 2 petits joueurs quand même, là, mais je sais pas. On dirait que la misère à craindre que les Blackhawks vont aller avec un défenseur, exemple Levchunov ou Silayev ou un. Ouais, Je trouve que ça serait audacieux pour le choix de je suis deuxième au d'accord. total. C'est pas des J'essaie de gros t'amener talents offensifs. ouais, Sinon, c'était qui, toi, ton un mock? contre-argument, disons, là, mais je pense que ce qui est en considération, tes nommés, Demidov, ça parle beaucoup de Levchunov. Pour son upside, perso, je prendrais Ziv Bouillum, puis j'ai mis Ouais. quelques dollars sur Ziv Bouillum. Mais si vous voulez aller mettre, la cote est revenue à plus 10 000. Donc, vous mettez Ah ouais. 10 piastres, c'est 1000 piastres dans vos poches. Ouais, c'est revenu, Marc. Fait que tu iras. Ben là, J'ai mis je le 10 sais que piastres c'est un long hier, shot. genre, à 41. Ah ouais, non, je te dis, je l'ai mis tantôt, c'était à plus 10 000. Donc, moi, j'ai mis mes bêtes à quelques moments. Donc, si Bouillum sort deuxième, c'est environ 5 000 Donc, vous l'avez entendu ici, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais, tu sais, je l'ai mis le bet, mais je pense pas que ça va être cuit. C'est juste parce que la cote était juste trop bonne parce que c'est plus possible que plus 10 000, là, si vous me suivez. Mais pour vrai, ceux qui sont. Je pense que c'est Demidov, peut-être Levchunov, comme on l'a dit. Je pense que Caden Lindstrom Ben, moi, peut être, personnellement, là, peut être sneaky. Là. quitte à le virer en ailier, tu viens de dire que ça va être petit un petit peu. Honnêtement,
penserais être les Blackhawks. Là, tu peux avoir un gars de cette grosseur-là, avec ce talent-là, à cet âge-là, pour mettre à côté de Connor Bedard à l'aile. Ça va être intéressant. Je pense que de plus en plus, on va en entendre parler. Lidstrom peut-être deuxième, mais moi, je voulais juste l'amener dans la discussion. Mais je suis d'accord avec Demidov aussi. Mais je te laisse trancher, Marc. Je vais l'ajouter au mock draft. Ce serait Demidov. Allons-y avec Ivan Demidov. Donc, écoute, je peux partager mon écran. Les gens, je pense qu'ils suivent encore. Là, ils n'ont pas perdu le compte. Là. Donc, on a Celebrini premier, Ivan Demidov deuxième. Tu vois-tu bien mon écran, Marc? Oui, c'est parfait. Oui, parfait. Donc, excellent. Donc, on y va avec le pick numéro 3 des Ducks d'Anaheim qui ont une marée de prospects à l'attaque et à la défense. Vraiment, là, un club qui risque de popper dans les prochaines années. Un Zegras qui est questionable, peut-être une transaction à venir. Donc, Marc, je te laisse peut-être présenter les prospects qui ont actuellement dans le pipeline, là, puis j'irai avec mon pick, je pense. Dans le fond, comme tu dis, c'est pas compliqué. Là. Ils ont de tout. Là. Eux autres, ils ont, mettons, je pense que le meilleur prospect, c'est Leo Carlson, un centre. McTavish ne fait même plus partie de leur prospect parce qu'il a joué trop de matchs. Mais McTavish, Carlson, Zegras, on a un gros trio de centres. Zegras a même été essayé à l'aile avec Carlson pour essayer d'équilibrer un peu tout ça. On a un Minchukov, excellent défenseur qui a joué l'année passée, très bonne saison recrue. Un Zellweger qui n'est pas un gros format, mais qui est vraiment, vraiment bon. Ça a même forcé l'équipe à échanger, en fait, Jamie Drysdale, un choix de 6e au total en 2020, pour Cotter Gauthier, qui a été drafté 5e au total, un excellent ailier gauche, un scoreur pur, bon gabarit. Ça, je pense que d'ailleurs, ça va leur faire du bien là, sur les 2 premiers trios, un peu de talent offensif. Sinon, on a Tristan Luneau, le Québécois, Jackson Lacombe qui a joué cette année. On a Dionisio, en tout cas, il a joué à la Coupe Memorial pour Saginaw. Ouais. Honnêtement, il est bon. Fait que, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de défenseurs, mais en même temps, on a aussi beaucoup d'attaquants. Carlson, McTavish, Zegras, c'est des jeunes. On a Cotter Gauthier, on a Nathan Gaucher, on a Sacha Pastujov, qui est quand même bon dans la Ligue américaine. Dans les dernières années, on a drafté, mettons, 2023, Carlson, 2022, Minchukov, 2021, McTavish, 2020, Drysdale, 2019, Zegras. Fait qu'on a tout le temps fait attaquant, def. On s'est rendu à l'année des défenseurs. Est-ce que, moi, en tout cas, je vais te laisser te prononcer parce que c'est ton tour. Ouais. Je trouve qu'il est difficile à faire quand même parce qu'ils ont quand même de tout. Puis moi, je pense que dans leur équipe, là, Tristan Luneau, ça reste. Je le trouve vraiment bon, Tristan Luneau. Je pense que c'est un des top gun défenseurs qu'il y a avec Minchukov. Zellweger, je ne suis pas vendu sur le upside offensif dans la Ligue nationale. Très bon défenseur. Très, très bon défenseur, cependant. Donc, c'est quand même un bon joueur à avoir dans ton pipeline. Es-tu gros, Minchukov, Marc? On dirait que c'est peut-être un 6 pieds. Luno, c'est environ 6 pieds, CC1, CC2. Zellweger, c'est pas trop gros. C'est une belle grandeur. Là. Combien? Il avait vraiment commencé l'année. Il est 6 pieds 1, 6 pieds 1, 198. OK. Parce que je pose la question parce qu'on voit beaucoup dans les mock drafts, j'en ai vu quelques-uns, là, je vois beaucoup Silaev à Anaheim. Moi aussi. Je le prendrai pas là. J'essaie plus de faire ce que les équipes vont faire, mais je me dis que les équipes ont peut-être vu la même chose. Je trouve que c'est tôt dans un top 3 pour prendre Silaev qu'il n'y a pas d'upside offensif, même si je considère que ça serait un très bon fit pour leur équipe. Honnêtement, je pense que ça serait un bon fit pour ce qu'ils ont besoin, amener de la grit, puis ça prend un joueur comme ça. Ziv qui est un jeune russe, ça y ferait un partner russe pour comprendre les tactiques d'équipe, peut-être. Oui, c'est ça. Ben, finalement, pour revenir à ça, Levchunov, son anglais est quand même bon. Je l'ai entendu au combine, donc c'était pas nécessairement ça le problème. Là. Il parle quand même bien en anglais. Donc moi, tu sais, ça revient, j'ai parlé de Silaev, Caden Lindstrom, à l'aile, amener de la grit sur les lignes qu'ils ont présentement. T'en penses quoi? C'est... Overall, là, je pense que le Canadien va se ramasser avec une situation un peu comme l'an passé. Je pense que les devs vont un petit peu moins sortir. J'en vois peut-être un dans le top 4. Puis après ça, le Canadien va arriver. Fait que, ben écoute, moi je trouve que ça fait du sens d'amener un joueur comme ça dans l'équipe. Il y a quand même un gros upside. S'ils sont à l'aise avec les blessures, tu
là, je n'ai pas parlé d'Yves Bouillon encore, mais je pense que ça serait un très bon fit. J'essaie de le faire selon ce que les équipes vont faire. Je ne suis pas sûr, je ne serais pas surpris. Rendu là, les défenseurs, je pense qu'ils vont tous avoir un classement différent. Puis je ne serais pas surpris qu'il y ait n'importe quel sorte troisième ou même peut-être deuxième à Chicago. Mais je ne suis pas sûr qu'ils vont passer à côté de Lindstrom. Je pense qu'il amène un élément que tu n'as pas avec McTavish, qui n'a pas tant de grit que ça, mais qui est excellent. Carlson joue une très bonne game sur 200 pieds, mais quand même, ça y prend un gars qui va driver le but et tout. Fait que je vais y aller avec Lindstrom, Marc. Donc, il ne sera pas J'aime ça. disponible au rang du Canadien. Non, c'est correct. J'avais déjà prévu l'achat. Mais Maintenant, ouais, vas-y, Marc. non, mais c'est correct. Tu sais, moi, j'avais écrit juste comme petit commentaire après avoir analysé leur banque de prospects. Leur plus gros besoin est un allié, plus qu'un centre. Donc, le choix logique serait Demidov, mais malheureusement, je crois que Chicago va le ramasser. Ouais, Donc, je crois que les puis, Ducks pourraient se tourner vers le meilleur défenseur du draft et prendre Levchunov. Mais tu sais, j'aime ton hypothèse de Lidstrom en le transformant en allié, comme ouais. le besoin que je viens de dire, leur plus gros besoin. D'ailleurs, beaucoup d'équipes, là, je vais leur parler des banques de recrues, là, ils ont tous des bons defs, des bons centres. Mais les alliés, ils n'en pleuvent pas des drafts. Les alliés purs, là, tu sais. C'est sûr. Puis ils essayent souvent au centre un peu pour Ouais, essayer de c'est trouver ça. une position. Là, des fois, ils n'ont pas le choix de jouer au centre parce qu'il en manque. Là, mais tu as raison. Donc, le prochain pick, les Blue Jackets de Columbus, c'est quand Yes. même notre ami qui va faire le choix au repêchage, Trevor Timmons, qui est le directeur du scouting là-bas. Donc, Il est excellent. vas-y, mets ta casquette de Trevor Timmons, puis essaye de me dire qui va sortir. So Blue Jackets Columbus are proud to select from. Non, tu m'as mêlé parce que moi j'avais Lidstrom. Fait que j'avais dit leur futur Rick Nash, point d'interrogation. Je trouvais que justement, Columbus, ça drafe un peu de tout, mais il manque de joueurs, justement, là, que tu vas pouvoir mettre un C sur leur gilet. Ben, peut-être que Fantilli va se développer et devenir très, très, très bon. Là. Mais bref, si j'y vais rapidement, leur banque de recrues, on a Fantilli, on a Jerry Check, le défenseur qui avait pris 6e au total en Ouais, 2022. Et Matechuk qui avait pris 12e juste après Jerry Check, là, qui avait pris en 2022 deux très bons défenseurs. Il jouait à Bouge Joe, le vrai à Coupe Memorial. Je ne sais pas si tu l'as aimé, moi je l'ai trouvé excellent, Matechuk. ouais. Gavin Brindley, ça pourrait être le style de la deuxième ronde l'an passé. Il y a eu une année là, de fou cette année. Je ne me trompe pas, il joue avec Michigan en NCAA. C'est un très bon centre. Ils ont Tarasov, un goaler russe qui devrait quand même être pas pire. On a un Jordan Dumais, très bon petit allié québécois. Ouais. Corson Solomon, un défenseur, joue dans NCAA. Cette année, il a joué AHL, mais c'est pas la grosse affaire. C'est de la profondeur en défense. Puis on a un Voronkov qui a joué aussi cette année, là, lié gauche russe, là, qui avait drafté, je ne me trompe pas, c'était en 2007. Ça faisait longtemps qu'il avait drafté, puis il est arrivé de la KHL cette année. Mais en 2019, c'était un choix de 4e ronde. Mais bref, tu sais, Columbus, l'année passée, on a drafté Fantilli. Il y a 2 ans, on avait drafté 2 centres, Ken Johnson puis Cole Sillinger. Ouais. On a drafté Jerry Check, Matechuk entre les deux. 2020, c'était Shinakov, un allié droit qui là, est rendu dans NHL l'an passé. On a drafté un peu de tout. Je pense que quand tu regardes leur line-up, ce n'est pas les défenseurs nécessairement leur plus gros besoin parce que Werenski, Severson sont signés long terme. Provorov, je pense qu'ils ont la place pour leur signer. Là. Il va être assigné à la fin de la saison, mais selon moi, ils vont le garder parce qu'ils ont de la place sur la masse. Fait que, Ouais. puis on a quand même Matechuk, Jiricek qui s'en vient. Là, je me disais, bon, le Titrum fait très bien pour le convertir à l'aile. On a besoin d'ailier, on a besoin de grit. Là, toi, tu m'as pris le Titrum d'en face. Il reste Egan là, il reste Oh, Conley, mais ça, je le Seneki, veux. Seneca. Honnêtement, je pense qu'ils vont y aller avec le meilleur joueur disponible rendu là, même si, il y a 2 ans, il avait pris 2 défenseurs. On a tout le temps besoin des bons défenseurs. Donc, Bouillam. Je me dis que Lefchunov, il y en a beaucoup qui le mettent à Chicago. Puis si Chicago ne le prenne pas, le mettent à Anaheim. Ben, si ce scénario-là arrive, ce qu'on est en train de faire, c'est les Lebrini, Demidov, Lidstrom. Selon les experts, c'est Lefchunov. Ben, selon les experts, je l'ai aussi considéré Lefchunov comme le meilleur défenseur NHL Ouais. ready du draft. Moi, je pense que Columbus tournerait vers le meilleur défenseur. La valeur la plus sûre, si on veut.
Puis, avec un Provorov, ça pourrait être son mentor. Puis, je sais pas. C'est bon. J'aimerais le fit. Là, Fait de puis, sens. je sais pas, toi, c'était quoi ton idée en mettant des Non, j'avais honnêtement aucune idée, Marc. J'y vais en fonction de qui on sort, mais rapidement, en fonction des prospects que tu sors, puis je les ai regardés hier un petit peu, je savais les besoins des équipes. Mais à ce moment-là, Columbus, je pense qu'il serait tenté d'y aller avec, comme tu dis, le meilleur joueur. Ouais. C'est un Werenski, tu sais. Ben, c'est ça. Je me dis peut-être qu'ils vont voir Werenski en lui parce qu'il ressemble beaucoup. Mais Levchunov, c'est bon, Marc. Je pense que ça fait beaucoup de sens. Puis on essaie de faire ce que les équipes vont faire. Donc, c'est correct. Il reste Bouillum pour le Canadien. Alors, donc, Artyom Levchunov, 4e. Maintenant, moi, ça serait un autopic. Je cours donner ma carte en avant. Et voilà, Asie Bouillum, membre du Canadien. Je m'achète des billets de saison. Mais il faut quand même en parler un petit peu plus. Donc, le Canadien de Montréal, bon, pour ce qui est des espoirs, je pense que vous les connaissez quand même bien. Moi, je me suis amusé quand même vite à faire l'exercice. Qu'est-ce qu'on a comme défenseur qu'on peut projeter dans 2 ans, disons, dans 2-3 ans? À gauche, Matheson, Goulet, Jacky, Hudson, Engstrom, qui semble-t-il est quand même un très bon prospect qu'on a pris en deuxième ronde, là, s'il me semble. Donc, puis ça a l'air qu'il est quand même très bon. Ça, je ne l'ai pas regardé jouer du tout. Puis à droite, Baron, Mailloux, Reinbacker. Donc, on voit quand même une petite faiblesse dans ce que je viens de mentionner. Là, c'est vraiment à droite qu'il y a un manque. C'est sûr que Levchunov était potentiellement dans les plans du Canadien. C'est une situation que 4 attaquants sortent en premier puis que le Canadien arrive 5e. Mais on dit tout ça, là. Mais si le Canadien, là, je suis tannant avec mon Yves Bouillum, là, mais je peux prendre un autre exemple, mais c'est lui que j'aime prendre comme exemple. Si le Canadien a Bouillum 2e comme j'ai, puis arrive à 5, ils vont le prendre. Je vous le dis, là. Défenseur gaucher, je m'en fous, c'est une coche au-dessus de ce qu'ils ont présentement, mais je ne vais pas aller vers là. OK? Je te rassure, Marc, c'est pas là que je m'en vais. Je suis pas sûr que tu vas aimer mieux. Notre besoin, on va y aller qu'un Parek. Ben ouais, à droite le besoin, mais je pense pas. Tu sais, Parek, Hudson, non. Excusez, là, mais non, je pense pas que tu peux pas y aller avec les deux. Puis Hudson, on va voir qu'est-ce que ça donne, mais on a quand même espoir que ça va être un bon joueur dans la Ligue nationale. Puis je pense que ça va l'être, mais il va toujours être limité défensivement parce qu'il est vraiment, vraiment petit. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, il y aurait vraiment plus un besoin à l'attaque. Puis encore là, on les connaît. Marc, je ne sais pas si tu voulais parler un petit peu des attaquants du Canadien dans le pipeline, là, mais il n'y en a pas énormément de top gun vraiment significatifs à part Slav et Cofield. Comme un prospect, là, mettons. Après ça, c'est Hudson, Goulet, Reinbacker. J'ai mis Mailloux, Fowler, notre goaler qui s'en vient de Boston College. Sinon, les meilleurs attaquants, on a Owen Beck, là, vu qu'il vient de gagner le trophée. Là, Montréal, ça donne le goût de le mettre, mais Owen Beck, c'est un Jake Evans. Sinon, on a Joshua Roy qui s'en vient, qui est pas payé. Ça va faire un bon pied. Il y a des skills. Sinon, Philippe Mézard, je pense que c'est un choix de première ronde qu'on va oublier prochainement. Sean Farrell, très gros IQ, mais peut-être pas le talent pour jouer dans la NHL. Heinemann, on a eu des beaux flashs, mais je pense pas que ce soit un calibre NHL. C'est vraiment à l'attaque notre plus gros besoin. C'est criant. Là, dans les dernières années, depuis 2020, depuis qu'on a pris KK, qu'on a pu puis Cofield en 2019, là, Goulet, Mailloux, on a pris Slavkovski, Mézard, mais Mézard, on oublie ça, puis Reinbacker. On a pris 3 très bons défenseurs. Là, je pense qu'on va revenir avec un attaquant cette année. Là, c'est le pire scénario pour Montréal que Davidoff et les Strom ne soient plus là. Je pense que les chances que ça arrive sont très bonnes. Fait qu'ils sont déjà en train de se pencher sur Egenla, Cotton, Seneki ou Yzerman, probablement. Trevor Conley. Non, le Canadien ne va pas drafter Trevor Conley 5e, même si, honnêtement, je me fie à ma liste. Moi, c'est comme attaquant, le prochain, c'est lui que j'ai. Donc, c'est pas ça que je vais aller, mais moi, je tiens mon bout. Le Canadien va adorer Beckett Seneca, un gros ailier droit. Je crois qu'il rêve d'une ligue. Dak, Seneca, Slavkovski, tassez-vous de là, on rentre dans le tas. Je dis pas que Seneca, c'est Tom Wilson, là, c'est pas ça, mais ça reste que c'est dur d'enlever la rondelle à ces gars-là. Ça va être incroyable, puis au pire, tu mets Slav, ça first, puis ça fait quand même une deuxième ligne assez imposante. Anderson à la place.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, un autre, j'espère que ce ne sera pas un autre Josh Anderson, mais je pense vraiment que Beckett Seneca va être très intéressant pour le Canadien. Sa progression au cours de l'année a été incroyable. Là, je n'ai pas regardé voyons, les measurements du combine, mais ça aurait l'air qu'il aurait grandi encore plus. Donc, c'est rendu presque un 6 pieds 4. Donc, vraiment, lui, il a grandi tellement vite qu'il est encore très frêle. Donc, quand ça va grossir encore plus, je pense qu'il va encore plus contrôler ses habiletés. Puis, je pense que ça pourrait devenir un de nos meilleurs attaquants, pour ne pas dire le meilleur pointeur de l'équipe. Je vois un petit peu de Mitch Marner en lui. Moins le speed, mais les mains, c'est quand même ridicule. Le hockey sense également. Donc, je tiens mon bout, Marc. Désolé, j'ai le choix du Canadien. Je sais que selon ton classement, ça ne fait pas de sens, mais j'y vais avec Beckett Seneca. Bienvenue avec le Canadien de Montréal, la Sainte Flanelle. Excellent, ouais, ça paraît bien. J'aime ça voir ça de même. Très bon. Maintenant qu'on a fait le choix du Canadien, mais pour vrai, avais-tu d'autres mots sur le choix du Canadien, Marc? Mais je pense, tu sais, où Je sais pas j'étais. qui j'aurais pris, je garde ça. Non, mais je pense qu'honnêtement, je mettrais mon argent sur. T'aurais pris Thiel, je pense. Si je te Ouais, connaissant, exact. c'est lui que Ah t'aurais oui, pris. oui, Mais, c'est le besoin à Montréal. C'est ça qu'on n'a pas, un joueur de même. ben, ouais, non, Tout va mais manger les bandes. Il n'est peut-être pas encore un Jerome, là, mais ce que je veux dire, tu sais, ta graine de Warrior là, qu'on n'a pas là, tu sais, pour faire les playoffs puis d'aller un petit peu plus loin en playoffs. Mais tu sais, ouais. je suis d'accord avec le gabarit à Seneca, puis je vais le laisser nous surprendre si c'est ça que ça devient notre premier choix, mais Je te prépare, Marc, ça ne sera pas une surprise. Si je te prépare à le allons-y. voir, là, tu vois 5 Canadiens, Sénégal, juste pour que tu sois prêt, ben, c'est bon, mais c'est correct. Je pense que je vais être en considération, mais moi, en tout cas, je pense que ça serait Ouais, plus vers Sénéca qui vont se ça, tourner. Fait que... c'est un année de def quand même, là, fait que en tout cas, je vais poursuivre avec le prochain pic, là, parce que Ouais, ouais, vas-y. Avec les Utah, sixième pick, c'est ouais, là, moi l'Utah. j'avais écrit Arizona, c'est l'Utah. Ouais, c'est ça. Fait que Les pour l'Utah, Yeti, ben les Hawks, le Hockey Club, on ne sait pas, ils ont donné 5 noms, fait qu'on va voir. dans les dernières années, ce qu'on a repêché en Arizona, là, parce que c'était pas Luto qui les a repêchés, 2023, on est allé chercher Simachev, un défenseur, un grand défenseur russe, puis Daniel Buck, un gros allié gauche Ouais. russe également, donc deux Russes qui n'étaient pas classés aussi haut. But... Puis on est allé les chercher, c'est à suivre, honnêtement. Ils jouent dans KHL les deux, dans la même équipe présentement. Logan Cooley, je pense pas que ce soit trompé avec Cooley. Ça a l'air d'être un très bon joueur, beaucoup de skills, qui me rappelle un peu Beniers à Seattle, mais qui est, bon, il est en Arizona, fait qu'il n'est pas entouré pour performer tout de suite. Connor Geeky, puis Maverick Lamoureux, un très grand défenseur québécois. En C'est bon. 2021, Dalen Gunter, puis commence à faire sa place dans la Ouais. NHL. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Joue avec les Old Kings là, à Edmonton. En 2020, on le sait, ils n'ont pas eu le droit à leur premier choix à cause d'une histoire ils ont fraudé, là, ils ont trop regardé Ouais, loin. le Ouais, là. monsieur Moneyball, là, que finalement il est Exact, là. parti. Mais... Fait des faux combines. En 2019, on avait pris Soderstrom. Puis bon, bref, où est-ce que je m'en vais avec tout ça? En 2018, Barrett Hayton, 5e au total. 2016, Clayton Keller, 7e au total. 2015, Dylan Strong, 3e au total. Les Coyotes, là, des top 10, ils en ont depuis plus qu'une décennie. Fait que là, bref, j'y vais avec ce que j'avais écrit là, pour ma prédiction. Il n'y a aucun def sous contrat présentement là, pour le Utah. Là, ils n'ont aucun def pour la prochaine saison sous contrat. Fait que c'est pas mal sûr que l'Arizona, excusez d'avoir dit l'Arizona, Utah vont prendre un défenseur. D'ailleurs, la majorité des experts leur mettent un défenseur. Mais avant l'année passée, quand on a pris Simachev 6e, ça faisait depuis 2009 qu'on n'avait pas pris un défenseur top 10. Ouais. Pourtant, des top 10 à l'Arizona en ont eu 12. Ils en ont eu beaucoup, beaucoup depuis 2009. Puis, ils ne repêchaient pas, dans le fond, des défenseurs depuis Ekman Larsson en 2009. Fait que moi, ça me laisse croire que est-ce qu'ils vont vraiment le faire pendant 2 années de suite? Je sais qu'il y a beaucoup d'experts qui aiment mettre Silayev parce que ça ferait un drôle de trio, là, trio de défenseurs, là, mais avec Simachev puis Lamoureux, Oublie 3 ça, là, gros je peux pas tours à la croire. défense, là, ça serait comme la misère à croire ça, moi aussi. Sinon, ben, c'est sûr que là, un Zev Bouillum pourrait venir leur rendre service. Là, avec le scénario qu'on a, Parrick est toujours disponible. S'ils ont besoin d'un défenseur full offensif, ils n'en ont pas vraiment actuellement. Là, c'est Sean Dursey l'an passé, leur gars de power play. Mais bref,
Moi, je pense que Tourigny commence à être un peu tanné d'être dans la cave, puis d'être en reconstruction. Puis là, cette année, il aimerait peut-être gagner. Puis pour avoir des joueurs pour gagner, ça prend du caractère. Puis un gars qui a du caractère au draft, c'est le fils de Oh, Jerome Iginla. Puis d'ailleurs, OK. Jerome Iginla, savais-tu que. Tu penses qu'il Écoute, irait pas avec un écoute, écoute, défenseur? écoute ma théorie. Vas-y, ouais. Vas-y, je t'écoute. Jerome Iginla puis Shane Doan, en 92, jouaient pour Kamloops dans la Ligue de l'Ouest. C'est deux grands Chris de chum. OK? Fait que là, imagine le scénario que Josh Doan, le fils de Shane Doan, joue avec Tig Iginla, le gars, à Jerome Iginla. Tous les médias que ça créerait, puis l'envouement autour de Utah pour la première année. Je te dis, coup marketing incroyable. Tig Iginla avec Utah. Ouais, je te dis, je te le parle, la shot. Mais tu sais, honnêtement, ils vont sûrement y aller avec un def, là. Fait que. Ben, il y a aussi le Parce que, père Assilaïev qui a visité Montréal en 90. Peut-être. Alors, mais je te laisse y aller, mais faut que je tranche, là. je pense que je peux pas croire qu'il passerait à côté des trois, disons, Dickinson, Parrick ou Bouillon. Mais je te laisse y aller, Marc. Ça se pourrait. On ne sait jamais. Ça se peut qu'ils prennent tir. Ça se pourrait que ça soit leur préféré. Écoute, c'est un mock draft. C'est là, juste la théorie de. Ils sont vraiment pas fans de prendre des défenseurs tôt en première ronde, ouais, les Coyotes. mais Là, comme ils je te n'ont dis, pas ils de en ont grosse eu des def. first Là. picks. Là, ils n'en ont pas sous contrôle. Ils n'ont quasiment pas le choix de se prendre un défenseur, honnêtement. Là. Puis, tu sais, je me dis, ça leur prend un défenseur qui est bientôt prêt. Parce que, Ouais. justement, tu sais, Söderstrom, je l'aime bien, j'ai 154 recrues de lui, mais il ne perce pas puis il n'est pas prêt. Ouais, Fait que, non, tu sais, exact. honnêtement, je pense que le gars le plus NHL ready dans cette gang-là, pour venir là, et prêter main forte, peut-être pas l'année prochaine, maximum dans 2 ans, c'est Sam Dickinson. OK, de gaieté de cœur, puis je le fais. Sam Dickinson. Ouais, Mais écoute, c'est un défenseur. Moi, je pense que rendu là, c'était Dickinson, Parrick ou Bouillum. Tu sais qui j'aurais pris, mais ça reste que Dickinson. je Je trouve pense qu'il y a Bouillum, beaucoup d'équipes qui vont l'avoir. ben, en tout cas, rendu là, si tu as vraiment besoin de patcher le trou de ton défenseur offensif, je prendrais Parrick. Mais si Bouillum, il le voit comme toi, tu le vois. En tout cas, rendu Non, là, mais c'est c'est tellement facile à dire, mais discutable. allons-y. Ouais. Sam Dickinson. Bref, Sam Dickinson. Je pense que c'est le plus NHL ready, mais en même temps, là, Utah, ça va être leur premier pick dans l'histoire de la franchise. Je te le dis, Tegagan là, le coup marketing. Là. De toute façon, Montréal vont le prendre 5, là, mais ça serait incroyable. Le Shane Doan puis Jerome McGinley s'en viendraient sur le stage. Puis, là, il y aurait une petite mise en scène. Je te dis, je le vois déjà. Les grands chums vont gagner l'or ensemble. Si ça arrive, là, ça serait très, 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 très bon. Donc, écoute, Sam Dickinson, 6e premier pick de l'histoire de l'Utah. Donc, maintenant, on passe aux Sénateurs d'Ottawa. Parlant d'équipe que ça ne décolle pas, allons-y avec les Sénateurs qui, on va se le dire, Pierre Dorion, très, très moyenne job avec l'équipe. Là, je pense qu'il a comme décidé de décoller avant que la reconstruction soit complètement terminée. Donc, les Sénateurs, présentement, quand j'ai regardé le line-up, moi, ma première réflexion était ils ont beaucoup de bons joueurs en attaque puis en def. Il n'y a pas un besoin criant immédiatement dans l'équipe, mais ils n'ont plus beaucoup de prospects dans le pipeline parce que les prospects qu'ils avaient jouent déjà dans l'équipe. C'est des jeunes joueurs quand même qui jouent dans l'équipe. Fait que je te laisse peut-être parler un petit peu des prospects, Marc, puis après ça, je vais dire ce que je pense pour le pic rendu là. Premièrement, Ottawa n'a pas eu de first pick en 2023 ni en 2022. Fait que leur dernier first pick remonte à 2021. Tyler Boucher, que c'est complètement un flop, un boss, qui a fait 5 points l'an passé dans la Ligue américaine. D'ailleurs, 5 minutes après le pick, tout le monde disait qu'est-ce qu'ils ont fait là. Personne ne comprenait pourquoi ils avaient sorti 10e. Fait que, bref, leur dernier vrai bon draft, c'était en 2020, quand ils ont pris Stützle 3e, Sanderson 5e, puis Riley Gregg 28e, qui d'ailleurs devrait être un bon centre de troisième trio. Peut-être Pinto aussi, là, mais bref, en tout cas, bref, 2020, très bon draft. 2019, il avait pris Lassie Thompson, un défenseur qui est encore dans la Ligue américaine, qui semble pas vouloir percer, qui n'a peut-être pas le upside défensif puis la qualité défensive pour être NHL. Puis 2018, ben là, Brady Ketchup, puis on avait pris Bernard Docker, un défenseur droitier qui d'ailleurs a joué dans NHL l'an passé. Bref, quand je regarde tout ça, on le sait, ils ont des très bons défenseurs. Là. Sanderson avec Artem Zub, c'est vraiment un très bon duo. C'était leur meilleur duo l'an passé. Là, le problème, c'est que nos 3 autres meilleurs défenseurs, c'est Chekron, Chabot puis Brandstrom sont tous gauchers. Fait que là, ça prouve que Bernard Docker devait jouer sur un deuxième pairing à droite de Chekron.
Là, tu es pogné avec un Chabot qui est un très, très bon défenseur, mais sur un troisième pairing à gauche, de Brandstrom qui joue à droite, mais qui est gaucher. Fait que, bref, ils ont vraiment un problème là, à Ottawa présentement avec leur défensive. Qu'est-ce qu'ils vont faire cet été? Est-ce qu'ils vont trader? Je pense pas qu'ils trade Chekron ni Sanderson. Fait qu'ils vont probablement trader Thomas Chabot. Est-ce que ça va être pour patcher le deuxième trio avec Giroux et Norris ou ça va être pour aller chercher un défenseur droitier? Je ne sais pas. Moi, je pense que là, eux, ils n'ont pas le choix. Là. Je vais te laisser trancher, mais ils n'ont pas le choix d'y aller avec un défenseur droitier qui jouait dans la Ligue d'Ontario, qui ont joué tout l'hiver, qui est un peu dans le même style que Chabot, dans un sens, puis même Chikrin, qui est très offensif, mais si tu traites Chabot au pire pour un défenseur défensif ou pour un forward, ben, ça laisse la place à Zane. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Mais c'est. Tu sais, je comprends vraiment ce que tu amènes comme point. Puis c'est vrai que ça leur prend un défenseur droitier. Je trouve pas que c'est un bon fit, par exemple, avec le line-up qu'ils ont actuellement. C'est sûr que tu te projettes dans 2 ans. C'est plus ça, on dirait que c'est plate si Laïev est gaucher, là, mais je leur donnerais comme un gars qui a de la grit à la def. Là, fait que je pense que ça pourrait être un bon pick, mais c'est sûr que comme tu dis, ouais. Ils ont tellement de gauchers que je pense pas qu'ils iraient avec un autre def gaucher. Excuse, Yakenchuk, oui, j'ai compris. Je pensais que tu avais parlé de Ketchuk. Okay. Non, excuse, Yakenchuk. C'est pour ça que je peux réagir. Ouais, Yakenchuk, ça pourrait, honnêtement, ben, peut-être. Peut-être trop tôt un petit peu. Tu sais, à l'attaque, un Tejegin là, peut-être aussi, là, je pense que tu peux commencer à l'avoir dans la discussion. Ça apporterait, ils ont besoin d'un X-Factor. Je sais qu'ils ont déjà Ketchuk qui est là, puis qui amène de la grit, puis tout. Tabarouette, la sauce, ça lève pas. Là. C'est le premier pic de ce DG-là. Il va falloir qu'il y ait quelque chose de fait. Hey, je trouve ça trop dur. Je suis pas capable de cliquer sur Yakemchuk avant de sortir Zibouillum, honnêtement, puis Parek. Je ne l'ai pas vu beaucoup, par exemple. Mock Draft Tejegin là, avec les Sens, ça a l'air de quoi sur leur ligne, disons, qui joue demain matin? Là? Ben là, présentement, là, à mettons gauche. les trios à Ottawa, là, on a Ketchuk avec Stutzel, Batterson. Là, Giroux, Norris, honnêtement, là, je pense que c'était Mathieu Joseph. Là, on a vraiment besoin d'un gars. Ben, c'est pas vrai, Giroux joue à droite, c'est à gauche qu'on a comme un trou. Là. Fait, allons-y. Honnêtement, je vais y aller avec lui parce que tu as raison. T'as raison. Personne ne le met là, mais c'est notre sauce. Là. Je veux dire, rendu là, on le fait. Ben oui. Et ça ne sera pas parfait. Pas vu souvent sur T6, là, mais je n'ai pas vu Sénéki à Montréal non plus. C'est ça. Ben là, c'est pour le fun, là, parce qu'on vous le dit, ça ne sera pas ça le repêchage. Donc, Tejegin là, avec les sénateurs d'Ottawa, tu m'as convaincu. Def gaucher, je ne penserais pas. Je pense que William, c'était mon préféré. Parek, je trouve que ça fit moins bien un petit peu avec ce qu'ils ont actuellement et ce qu'ils ont besoin. Donc, Tejegin là, pour faire monter à la sauce, ils ont besoin de quelque chose, un X-Factor, comme tu dis. Donc, 8e, Kraken de Seattle. Je pense que je sais où tu t'en vas, mais allons voir. Le meilleur def, c'est un gaucher, Seattle, Vince Dunn, mais quand même. Allons-y. Pas grand-chose. J'ai pas été impressionné par le line-up, honnêtement, là, en regardant Seattle, nouveau. C'est un peu, on va se le dire, tu fais une équipe dans un repêchage d'expansion, là, ils ont un ramassis de restants des autres équipes, mais il y a quand même certains bons éléments. Bref, Schultz est à signer cet été, il va probablement partir. Là. Je ne pense pas qu'il signe Justin Schultz. Puis en 2025, ils vont devoir signer Adam Larson, Dumoulin et Brogan. Je ne sais pas si tu connais Brogan, un gros défenseur format géant qui botte beaucoup. Fait qu'ils ont 3 défenseurs à signer en 2025, un cette année qui va probablement partir. Fait que, bref, leur noyau de défenseurs est très vieillissant. Comparativement à leur attaque, là, qu'on a des Beniers, Tolvanen, Burakovsky, Brockstrand, même Eberle, c'est un vite, mais il n'est pas en bout d'âge. Fait que, bref, moi, je trouve qu'ils ont quand même une belle attaque. Et on a des bons jeunes à l'attaque. Leur choix de première ronde, ça a été l'an passé Edward Salé. L'année d'avant, Shane Wright. L'année d'avant, Beniers. Fait que, on est allé beaucoup en première ronde avec des centres. Puis même en deuxième ronde, là, ils ont drafté en 2022, ils ont drafté 4 deuxième rondes. C'était tous des attaquants. Furcus, Nyman, David Goyette. Tu sais, Shane Wright, on en parle beaucoup à Montréal, comme quoi on a bien fait de prendre Slav, il n'est pas bon Shane Wright, mais Shane Wright va être très bon. Là. Je pense que, en tout cas, moi, je suis pas mal certain. Fait que c'est un très bon prospect. Les autres, là, leurs 2 premiers centres, Beniers et Shane Wright, je pense que les deux vont être très, très bons sur le long terme. Là. Fait que rendu là, ils vont les entourer de. Ben, même,
Non, Beniers, je l'ai nommé, c'est ça. Beniers va être leur premier centre, même probablement leur futur capitaine, puis Shane Wright, deuxième centre. Moi, je pense que, justement, la ligne de centre, c'est pas ça leur plus gros besoin. Bref, avec ce que je disais, les defs qu'ils vont avoir à signer, puis même leur dernier repêchage, l'an passé, ils n'ont pris en deuxième ronde. Dragicevic, là, mais il a joué pour Trey City cette année dans WHL, correct défenseur. Puis en 2021, là, leur deuxième choix, Riker Evans, que là, il a joué cette année, là, il était très fort dans AHL, puis il a même joué là, une trentaine de matchs dans NHL, là, lui, il va être très bon, mais je pense que quand même, on va y aller avec le meilleur défenseur disponible à ce moment-là. Puis je pense qu'ils vont y aller avec Ziv Bouya. Let's go! Il y a beaucoup de scouts, pas de scouts, mais de projections. Tout le monde le met là, je ne sais pas pourquoi. Mais... c'est un gros besoin complet. Tu es pas mal sûr. Moi, vous le savez où est-ce que je le vois? Là, je le vois dans mes rêves la nuit. Mais pour vrai, c'est un excellent pick, le pick du draft pour le Kraken de Seattle. Mais c'est un défenseur, je pense que vraiment le besoin est là. Donc, écoute, c'est bon pour le Kraken. Maintenant, on est rendu aux Flames de Calgary. Semble-t-il qu'aucun joueur ne veut rester à Calgary. Tout le monde demande une transaction. Donc, il se ramasse un petit peu dans la merde. Puis des fois, il y a des gens qui vont dire que le GM, Craig Conroy, n'a pas fait nécessairement une belle job, mais c'est difficile d'échanger des éléments quand ils veulent absolument être échangés, puis ils disent que je veux juste aller à 2-3 places comme un Ketchuk a fait. Là. Fait que, bref, ça, c'est pour la situation générale des Flames de Calgary. Dans l'immédiat, moi, j'avais pris en note qu'il y avait besoin des depths dans le show. Là. Puis au niveau des prospects, il n'y a pas nécessairement une position que je trouvais qui était mieux garnie que l'autre. Là. Marc, je te laisse peut-être parler un petit peu de leurs prospects. Là, mais... Dans les 6 dernières années, là, dans les 2 premières rondes, ils n'ont pas drafté de défenseur. L'an passé, leur first pick, c'était Onzek, qui joue dans WHL, très bon d'ailleurs. En 2022, pas de first pick. Deuxième ronde, ils ont pris Roney, un centre qui joue dans Liga. Pas bon pantoute. 2021, ils ont pris Coronato, un ailier droit qui s'en vient dans la NHL. Là. Il a commencé cette année. Je pense que ça va être un très bon prospect d'ailleurs, Coronato. Connor Zary, bon petit centre, qui a joué des matchs NHL, mais il est plus dominant dans AHL. Jacob Pelletier, le petit Québécois, l'ailier gauche qui s'en vient, qui d'ailleurs, moi, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va faire sa place dans la NHL l'an prochain, Pelletier. Fait que, bref, quand tu regardes leur banque de recrues, là, Dustin Wolf, leur goaler, là, qui va probablement être le first goaler, là, pas l'année prochaine, mais d'ici 2 ans maximum, parce que c'est le meilleur goaler de la AHL. Coronato, Zary, Pelletier, Onzek, les 5 meilleurs, c'est tous des attaquants. Ben, il y a un goaler avec ça. Sinon, là, il y a Brustevich. J'ai de la misère à le prononcer, là, B-R-Z-U-S. Brustevich, bref. Un défenseur qui jouait pour Kitchener. Ils l'ont eu dans le trade pour Ledon à Vancouver. Ouais. Sérieusement, il a fait 92 points là, avec Kitchener. C'est un méchant bon défenseur offensif. Puis ils ont Jérémy Poirier qui a été blessé cette année, mais qui avait vraiment eu une grosse saison recrue là, dans la Ligue américaine. Fait que je pense que ils ont 2 bons défenseurs offensifs en Poirier puis Brustevich qui s'en vient. Ils ont Rasmus Anderson, mais là, la dernière fois qu'ils ont drafté un défenseur en première ronde, c'est Valimaki en 2017, puis ils l'ont perdu ses waivers en Arizona. Fait que je pense que là, ils sont vraiment dû pour se repêcher un défenseur en première ronde. D'ailleurs, Valimaki, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à le mettre ses waivers. Il a fini plus 12 en Arizona cette année. Je trouve que pour un def en quand même, plus 12, c'est surprenant. Peut-être bien que lui aussi ne voulait pas jouer à Calgary. Puis, même s'il y en a beaucoup qui rêvaient de voir Iginla là, moi, je suis quand même pas mal convaincu qu'au 9e rang, Iginla ne sera plus là. Fait que, mais bref, s'il est là, s'il est là, c'est sûr qu'il va là. C'est sûr qu'il ne passe pas à côté. Il ne passe pas la 9e pick. Il y a 2 raisons. On te connaît la première à cause de Jérôme Iginla puis de tout ce que ça a amené à Calgary, mais la deuxième raison également, c'est qu'il n'est pas overdraft s'il le prend 9e. C'est pas mal rendu le temps de le sélectionner. Donc, écoute, c'est bon tout ce que tu as amené, Marc. Donc, sur ce, moi, je ne suis pas un fan des attaquants qui restent. Je suis un fan de Trevor Conley, mais c'est dur de le mettre dans mon mock draft dans le top 10 parce que je ne sais pas, les enjeux sont-ils vraiment gros ou non. Ils mériteraient d'être là. Je pense qu'ils pourraient changer leur attaque complètement. Mais avec tout ce que tu as amené, ils ont besoin de joueurs, d'excitation un peu à Calgary. Les joueurs ne veulent pas rester. Puis tout, quoi de plus excitant que notre ami Zane Parekh du Spirit de Saginaw. Donc, Zane Parekh, un nouveau membre des Flames de Calgary. Puis il y avait Yakimchuk aussi qui jouait dans leur cours. Il jouait à l'Arena.
Fait que, tu sais, s'ils l'aiment, Yakimchuk, ils vont l'avoir vu énormément, ils vont même le connaître, ils l'ont croisé dans les corridors, ils ont parlé beaucoup. Donc, s'ils prennent Yakimchuk, tu peux te dire qu'ils l'aimaient énormément, puis ils ont vraiment adoré le côtoyer. Personnellement, j'avais Parrick à Ottawa puis Iginla à Montréal. Fait que c'était mon pick Yakimchuk à Calgary, mais j'aime bien la tournure de notre draft. Ouais. C'est bien comique. Excellent. Donc, il nous reste un dernier pick. On a 4 defs de sortie en première ronde. Puis, comme je te disais là, en entrée de jeu avant de commencer le podcast, dans les 5-6 dernières années, là, ça a arrivé 2 fois qu'il y a eu 4 défenseurs dans le top 10. Et la dernière fois qu'il y en a eu plus que 4, c'était en 2012, qu'il y en avait eu 8 l'année à Galchenyuk. Puis Yakuba, la fameuse année de Boss. Il n'y a pas bien au travail qui ont été bons à part Morgan Riley et Hampus Ledon. Mais bref. Forsberg. C'est tout. Ouais, ben, tu sais, Forsberg, puis Hertel, puis Tom Wilson, il y en a eu des bons après la batch de défenseurs. Ça, après les 10. Ceux qui ont pris le 8e def, là, exemple, Tampa Bay qui avait pris Coco. Il aurait peut-être été mieux d'aller vers des attaquants et de prendre un Forsberg, un Hertel ou un Wilson et compagnie. Exact. Puis avant que tu y ailles, peut-être avec le pick des Devils, Marc, moi, j'aimerais te dire ce que je crois. Voyons, je veux te dire ce que je crois, puis je le dis pas. Là. Si l'AIF, je pense que ça pourrait être une option, mais ils sont quand même pactés à la défense un peu, puis ils ont des joueurs dans ce style-là, là, un ball peut-être qui pourrait ressembler, mais qui joue, si je ne me trompe pas, ils jouent de l'autre ball, cependant, c'est un droitier, là, il me semble. Donc, ils ont des joueurs un petit peu dans ce style-là. Donc, je pense qu'ils pourraient être en considération si l'AIF. Puis, c'est sûr qu'un joueur que j'ai peur parce que je ne l'ai pas dans mon top 10, ça pourrait avoir l'air fou dans quelques années parce qu'il fait des saisons de 40 buts, 50 buts. Monsieur Cole Eiserman, ça pourrait quand même être un bon fit pour la mettre dedans. Il serait vraiment pacté en attaque. Tu le mets avec Keisher qui joue très bien sur 200 pieds. Tu le mets avec Jack Hughes. Il va la mettre dedans. C'est aussi simple que ça. Il ne jouera pas tout de suite, par exemple, là, dans NHL. Là, il y a beaucoup de choses à travailler. Mais moi, c'est vers là qu'on dirait que je m'en irais, mais je te laisse en parler, Marc. Ben, moi, tu es direct dans le mille. Là, dans le fond, quand on analyse leurs recrues, eux autres, ils ont beaucoup, beaucoup de défenseurs, mettons, dominants dans leur bande comme Luke Hughes puis Simon Nemec. Ils ont même Seamus Casey là, qui a joué pour Team Canada l'an passé au World Junior. Je ne sais pas si tu le connais. Oui. Fait que là, 4 de leurs 3 meilleurs prospects, c'est des défenseurs. 3 de leurs 4 meilleurs, excuse-moi. Puis sinon, là, on a Alexander Holtz, là, qui d'ailleurs a demandé un échange là, récemment. Là. C'est quand même un bon allié gauche là, qui avait drafté, je ne me trompe pas, 7e au total là, en 2020. Donc, de Dawson Mercer, qui est un bon centre de 3e trio, là, qui est comme stock en arrière de Jack Hughes puis de Eshier. Sinon, on a 2 bons goalers là, dans le pipeline, comme tu dis, Nico Dawes et Akira Schmid. Et Graham Clark, là, leur meilleur joueur dans la Ligue américaine, un allié droit, mais il est quand même rendu à 23 ans. Sinon, il y en a un dans KHL, là, leur 5e ronde, un gars de 5e ronde en 2019, là, Arseny Grisyuk. Je ne sais pas s'ils vont être capables de le rapatrier, mais il a vraiment eu une bonne saison dans KHL l'an passé. Puis, ils ont Chase Tillman, un petit centre dans AHL qui est correct. C'est un jeu de première ronde en 2021. Fait que bref, là, au niveau des derniers drafts, c'est ça. Ils sont allés avec Nemec en 2022, 2e au total. Luke Hughes, 4e au total, défenseur également en 2021. Il avait pris là, Chase Tillman en fin de première ronde en 2021, Alexander Holtz en 2020 avec Dawson Mercer, Jack Hughes en 2019, premier au total, puis 2018, Ty Smith, 17e au total, qu'on a échangé à Pittsburgh pour John Marino, je ne me trompe pas qu'il s'appelle, tu vois, un défenseur établi, là, qui a patché un bon trou en défense. Fait que, bref, ce que je disais, les Devils sont quand même, ils ont des très bons défenseurs dans le pipeline, puis il n'y a pas beaucoup d'attaques. Puis en plus de ça, ils ont des gros salariés à l'attaque. Myers gagne 8,8, Jack Hughes 8, Bratt 7,8, Ishia 7,25, Palap 6 millions. Fait qu'ils ont 5 attaquants là, qui totalisent là, environ, grosso modo, là, mettons 40 millions, c'est la masse salariale. Fait que ça, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va leur prendre des bons attaquants, des jeunes qui coûtent pas cher pour venir patcher ces trous-là. Puis en plus, parmi leurs, il n'est pas nommé d'un gros salarié, mais Dawson Mercer, qui est assigné cet été, fait partie de leur ligne de 5 là, avec Ishia et Jack Hughes. Fait que on a juste Bratt, Palap puis Myers, là, mettons, des gros alliés. Fait qu'il manque comme un allié là, sur le 2e trio pour venir patcher ce trou-là. Je pense que le joueur idéal, tu l'as nommé, là, ça serait Cole Eiserman. Par contre, il y en a quand même beaucoup qui leur mettent un défenseur, même s'ils en ont des bons dans le pipeline. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a beaucoup qui leur mettaient Dickinson ou Yakimchuk. Ça va être à suivre. J'ai souvent vu des défenseurs avec les Devils. Moi, personnellement, en faisant l'analyse de leur banque de prospects, je suis quasiment assuré qu'il
vont aller avec un attaquant, mais ils ont tellement de bonne ligne de centre que, ils ne peuvent pas y aller avec Catton, ils ne peuvent pas y aller avec rendu là, Elenius. dixième, c'est juste que rendu là, dixième, je pense que tu prends le meilleur dispo. Là, tu sais que le Canadien a trop de depth, fait que c'est rare les équipes qui en ont vraiment trop, mais ça reste qu'à l'attaque, ils ont quand même beaucoup de bons stocks pareil, sans être des prospects, mais des joueurs déjà dans l'équipe pas vieux. Là, fait que eux, je pense que ça va être ça, là, le meilleur dispo. Puis le def, ça se pourrait que ça soit un def, ça se pourrait que ça soit Cole Eiserman. Ou peut-être Catton, on ne sait pas, mais tu confirmes Eiserman? Excellent. Yes. Donc, ça conclut notre. Bon, là, le Norvégien. Ah, ben tu vois, moi, je voulais faire une petite parenthèse. Moi, j'ai l'impression que là, peut-être que Philadelphie, rendu là, je ne les ai pas analysés assez. Là. Peut-être c'est eux autres qui vont le prendre. Silaïev, mais tu sais, quand je disais que Silaïev, c'est un peu une wild card, si les Sharks peuvent le ramasser 14e, ça pourrait être tout qu'un steal parce que les Sharks ne sont pas pressés d'être bons. Fait qu'eux autres, même s'il reste encore 2 ans dans le KHL, ils vont l'attendre. Puis, bref, moi, les Sharks, j'ai 2 bêtes. Si c'est Silaïev ou Conley, ils vont prendre celui des deux qui va rester à ce moment-là. Les autres, ils peuvent se permettre, en prenant un deuxième choix de première ronde, d'en prendre un guess si on veut. Moi, mon gros espoir, c'est que Conley glisse jusqu'au 26e rang du Canadien. Donc, écoute, c'est bon, on a fini notre mock draft. Donc, un petit recap. Premier au total, Macklin Celebrini avec les Sharks. Deuxième pour les Blackhawks, Ivan Demidov. Troisième pour les Ducks, Caden Lindstrom. Pour les Blue Jackets, quatrième, Artyom Levchunov. Pour le Canadien, cinquième choix au total, Beckett Seneca. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, allez voir son tape. Au sixième rang, pour l'Utah, Sam Dickinson. Septième pour les Sénateurs d'Ottawa. On ne l'a pas vu souvent, ça. Tige Eginla. Huitième pour le Kraken de Seattle, Ziv Bouillum. Neuvième pour les Flames de Calgary, Zane Parekh. Et dixième pour les Devils, Cole Eiserman. Et allons voir qui est-ce qu'ils ont donné. Ah non, je ne l'ai pas. Bref, c'est pas grave, je vais aller voir qui avait donné aux Canadiens. Mais c'est ça pour notre mock draft. Puis pas mal pour notre épisode également. Merci à tout le monde d'avoir été là. Peut-être qu'on se retrouvera après le draft, peut-être, pour parler des réactions sur ce qui s'est passé, à quel point j'avais raison pour Seneca, à quel point Bouillum est sorti deuxième, puis j'ai fait 5000$. Donc ça, c'est sûr que je vais vous en parler. Mais ça fait pas mal le tour. Donc, Marc, je te laisse peut-être là, comme ton classique là, pour le mot de la fin, puis dire un petit salut aux auditeurs. Moi, si je peux me permettre, j'ai bien hâte de voir Shane Down avec Jerome Beginla sur le stage là, au repêchage cet été. Mais sinon, merci à tout le monde là, qui a écouté nos 2 épisodes. On a hâte de se revoir là, pour la saison de football en septembre. Fait que sur ça, je vais vous souhaiter un bon snow, mesdames, messieurs. Au revoir.